Salut, ici Yannick Vézina et bienvenue à 100 000 dans le désert en balado-réalité. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et tant qu'à être là, à vous faire un épisode spécial sur une course, j'ai le goût de vous parler de ma stratégie de course pour le Coldwater Rumble. Bien sûr, j'y suis allé avec du NAC parce que pour moi, c'est ce qui marche. Puis, avec toute la variété que NAC a maintenant avec ses produits, il y a moyen de changer le goût, de mixer les choses et d'avoir tout ce qu'on a besoin avec leur gamme de produits. Moi, de mon côté, c'est simple, c'est une course où il y a 5 boucles de 32 km. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer des ziplocs avec ce que j'ai besoin par boucle. Puis à chaque fois que je vais passer par mon drop bag, je vais ramasser ce que j'ai besoin. Dans chacun de ces sacs-là, ça va être assez simple. Je vais prévoir 2 barres protéinées, 2 gaufres, 2 tortillas avec du beurre d'arachide NAC, la nouvelle affaire. Écoutez, honnêtement, ça n'a aucun sens. C'est tellement bon. Et avec ça, du drink mix. Donc, ça va me faire une base solide pour ma boucle de 32 km à laquelle je vais ajouter ce qu'il y a dans les ravitaux. Donc, ce qui va passer, ce que je vais avoir le goût de manger, melon d'eau, banane, bretzel. D'habitude, c'est des petites affaires qui passent bien, qui vont venir compléter ce que j'ai prévu de base avec NAC. Puis, ce que j'aime avec la variété des produits NAC, c'est que le goût va changer. Je vais pouvoir me faire des combinaisons qui fait que chaque boucle, ça va être différent. Il y a 4 saveurs de bar, 4 saveurs de gaufre, 2 saveurs de drink mix. En veux-tu de la variété? En v'là. Donc c'est ça mon plan de match. Après ça, on verra si ça va fonctionner, mais je le sais qu'avec les Ultra Énergie de NAC, moi j'ai tout ce que j'ai besoin en termes d'électrolytes, de protéines, de glucides. Je vais être prêt pour la guerre, prêt pour ce 100 000 là. Voilà, si vous voulez essayer ça, vous le savez, c'est sur le nacbar.com. Puis à votre premier achat, vous avez 15% de rabais avec le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Et voilà, bon épisode. Ouais, on n'est pas sorti du bois, hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce 132e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je commence en solo dans le confort de mon petit studio maison, mais vous allez voir qu'on va se promener avec cet épisode-là. Puis, ce que je me suis amusé à faire, contrairement à d'autres épisodes de balado-réalité, c'est que là, il s'est construit à mesure que les jours avançaient vers la course. Donc, au moment où j'enregistre présentement, je suis pas encore parti pour l'Arizona. Vous avez entendu la Minute NAC, c'est enregistré pré-course. Après ça, la première portion que je vous propose, c'est une discussion que j'ai eue il y a quelques jours avec Simon Guérard et Éric McGee, 2 Québécois, un qui vit dans le coin de Montréal, l'autre qui vit à San Diego en Californie, qui vont eux aussi participer au Coldwater Rumble, le 100 miles qu'on s'en va faire en Arizona. Donc vous allez avoir une portion entrevue avec ces 2 gars-là en amont de la course, puis après ça, on tombe vraiment dans la balado-réalité. Vous savez, c'est une affaire que j'avais commencé au tout début de Pas sorti du bois, dès le premier automne. Avec David Bombardier, on avait fait un 24 heures tremblant en mode backyard ultra en balado-réalité, puis après ça, le concept m'amusait, fait que je l'ai refait parce que je pense que le concept est sympathique. Ça change de mon concept régulier où je fais plus des entrevues. Puis j'ai reproduit ça pour mon premier 100 miles à Bromont en 2021. Ensuite, je l'ai refait pour le défi Everest avec Théo Sénéca, Yvan Lheureux, Kim Godette et Richard Turgeon. Et je l'ai refait aussi à mon retour de la CCC où Anne Bouchard prenait le micro comme animatrice de Pas sorti du bois. Puis moi, je racontais ma course là-bas, ponctué d'extraits que j'avais pris avant, pendant, après ma course. C'est un peu ça le concept aujourd'hui. Je vais partir pour l'Arizona, puis je vais enregistrer des choses avant la course, pendant certainement, probablement un petit bilan après, mais on va tout pitcher ça ensemble, puis ça donnera ce que ça donnera. Je pense qu'un 100 miles, c'est une longue aventure. Dans tous les cas, peu importe comment ça se passe, il va y avoir de quoi d'intéressant qui va en ressortir. En tout cas, j'espère. Fait que, sans plus tarder, ma discussion avec Simon Guérard et Éric McGee. Salut Simon, salut Éric. Comment allez-vous? Ça va bien, toi? Écoute, ça va bien. On est à quelques jours chacun de nos départs imminents vers l'Arizona. Simon, tu as un peu moins de route à faire que nous, on y reviendra. Toi, Éric, c'est quoi ton plan de marche pour te rendre en Arizona? Tu pars dans quelques jours, c'est ça? Moi, je pars demain matin. Ah, demain matin. Oui. Donc, en ce moment, au moment qu'on enregistre, on est le vendredi. Toi, samedi, pile une semaine avant. Ouais, une semaine avant, je travaille beaucoup en télétravail, fait que je vais être là de bonne heure. Je vais peut-être voyager dans la fin de semaine pour pas couper dans mon temps de travail trop. Puis profiter du décalage d'horaire pour pouvoir aller courir l'après-midi là-bas. Profiter un peu du show. Tu peux t'amener de la marde de verglas au Québec, là. Ouais, c'est ça. On va être bien rendu en Arizona.
C'est ça. Fait que, puis je regardais, tu sais, moi, comme je te disais, à un moment donné, moi, je préfère les vols directs. Fait que je passe par Las Vegas, fait que ça me donne un peu plus ça me prend un peu plus de temps. Fait que, Toi, Simon, t'es où présentement dans le monde? Oui, moi, je suis à San Diego. Puis, en fait, je passais indirectement. J'ai une conférence à San Francisco la semaine prochaine. Je vais aller directement à Arizona jeudi soir, probablement. OK. Avec mon veston-cravate, ça va être super. Ça va être parfait. Tu vas aller chercher ton bib avec veston, cravate et tout. Ça va bien clasher avec le saut du surlendemain. Oui, exactement. Surtout, c'est une compagnie qui fait vraiment des courses fun. Donc, veston-cravate, ça serait vraiment out of place. Sauf si c'est un déguisement parce que c'est Javelina puis les gens se déguisent, c'est ça. Exactement. Je suis content de vous accueillir au podcast parce que les deux, c'est drôle, j'ai entendu parler de vous puis on m'a dit « Hey, parle-leur parce qu'ils s'en vont faire Coldwater » parce que j'ai reçu 2 personnes au podcast automne qui ont fait le même genre d'accomplissement que vous. Eric, tu as complété le Triple Crown of 200, donc les gens qui ont écouté l'épisode avec Francis Picard, c'est 3 courses de 200 000 en 4 mois. Félicitations pour ça, Eric. non, on a eu du fun. Ça a été pas mal. Non, oui, écoute, c'est des belles courses à faire, honnêtement. Là. Tu cours longtemps. Tu dors pas beaucoup. Rendu habitué, rendu là. Simon, de ton côté, j'ai entendu parler de toi via Fanny Barrette, qui est une Québécoise qui avait complété le Grand Slam of Ultra Running, donc 4 des 5 plus vieux ultras 100 000 aux États-Unis dans une période encore là très, très serrée. Fanny m'avait raconté, elle, comment c'était passé son année, puis elle m'avait dit, hey, parle à Simon. Lui aussi a fait ça. Fait qu'il y avait 2 Québécois sur le Triple Crown, puis il y avait 2 Québécois sur le Grand Slam cet été. Félicitations à vous deux, c'est des gros accomplissements. Merci. J'ai besoin de me vanter pendant une seconde, bien sûr. Mais en fait, le Grand Slam, c'est la 2e fois que je l'ai fait. Mais ce qui était vraiment particulier l'année dernière, c'est que j'ai décidé de faire le Leadman aussi, qui est toutes les courses de Leadville, donc le 100 000, mais aussi 100 000 à vélo. Puis je suis pas du tout un biker, mais vraiment pas. J'ai encore les marques de ma chute que j'ai fait pendant la course, mais j'ai fini quand même. Donc la course que je suis le plus fier, c'est même pas une course à pied, c'est ma course à vélo. Ah ouais. C'était pas facile. Puis je m'étais réinscrit pour l'année prochaine. Puis je suis une momoune, j'ai décidé non. Ah ouais? Ça me tente pas. Je sais pas si ne pas le refaire une 2e fois, ça peut se considérer comme momoune parce que c'est quand même un accomplissement de fou que tu as fait. Tu as le droit de pouvoir y retourner. Personne ne va t'en tenir rigueur. L'année dernière, j'étais jeune et naïf. Maintenant, je suis un peu plus conscient que je veux pas mourir comme ça. Est-ce que c'est parce que tu es passé proche de mourir? Non, mais il y a quelqu'un qui est mort l'année dernière, pas cette année, donc 2021, sur le trajet. Une chute, c'est pas un arrêt cardiaque, mais carrément quelqu'un qui est rentré dans un arbre. Donc, ça arrive, puis j'ai vu plusieurs personnes qui ont eu des commotions cérébrales majeures qui ont dû être évacuées. Donc, tu les dépasses à vélo, puis tu fais comme moi. En fait, je suis moins bon qu'eux, donc c'est bon que je vais lentement. Ouais, c'est ça. C'est plus sage comme ça. Ouais, parce que quand tu cours, tu peux tomber, te faire mal un peu, mais à vélo, quand tu vas à 30-35 km/h, tu fonces dans un arbre, that's it. Ah, il y a une vitesse qui est un peu plus intense, donc nécessairement quand ça stoppe raide, le corps continue à la même vitesse, donc ça peut aller vite pas mal. Là. Parle-moi de toi, Simon, à part avoir fait 2 fois le Grand Slam, le Leadman, ça fait combien de temps que tu cours, puis depuis combien de temps tu as la piqûre autant pour enligner les 100 000 comme si c'était des 5 km? Ça a vraiment commencé autour 2019, je dirais. Donc, j'ai voyagé un petit peu là, dans ma vie. J'ai habité en Suisse, en Suède. Je travaillais à Boston. Puis toujours des travails assez demandants ou exigeants en termes d'heures. Mais le pire du pire, ça a été, je travaillais en management consulting pour quelques années à Boston. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, c'était travailler, dormir, travailler, dormir. Donc, j'avais besoin comme un échappatoire. La course est arrivée un petit peu naturellement. Je me suis jamais considéré comme un athlète. Je me considère toujours pas comme un athlète. Mais apparemment, s'il y a quelque chose que je suis capable de faire, c'est courir longtemps. Donc, j'ai juste commencé, puis j'ai fait, tiens, Coldwater, c'est mon premier ultra, donc 52 000, je l'ai fait, ça s'est bien passé. Je fais, let's go. Je commençais à les enchaîner. Puis ça a juste bien tombé avec le fait que j'ai changé de travail, donc tout à coup, j'avais plus de temps, un peu. Je faisais plus du 9 à 5, puis je les ai juste comme enchaînés un à la suite de l'autre, puis ça n'a pas arrêté, là. En quelle année le Coldwater 52 000? 2020. OK, fait que c'est très récent. C'est très récent, mais j'ai quand même été capable, depuis ce temps-là, de faire, je crois, 21 100 000. T'as fait 21 100 000 depuis 2020? Oui.
Wow. 12 l'année dernière, puis ouais, c'est ça. Je ralentis pas vraiment. Là. Non, c'est ça, parce que là, on parle je veux dire, du Ladman, on parle du Grand Slam, mais tu as fait 1200 000 en 2022. Ouais. Puis, ouais, c'est une bonne question. Je sais pas trop. Je pense pas que je vais refaire le même parcours, mais à un certain point, tu te rends compte qu'il y a une balance entre je me donne à 100% pour cette course-là ou je ralentis un petit peu. Donc, j'essaie toujours d'être dans le juste milieu de, je suis fier de mon effort, mais je pourrais probablement faire un petit peu plus rapide si je voulais. Ouais. Puis, de laisser assez d'espace entre les courses. Donc, j'ai fait l'erreur, c'était pas ma faute, mais j'ai fait l'erreur de faire 2 courses de suite, dont une semaine à part, qui n'est pas aussi pire que de faire un 200 000. Honnêtement, je comprends pas comment les gens font 200 000. Après ça, on va passer à l'autre côté de l'écran. Puis Eric, je pense qu'il y a d'autres genres d'enchaînement rapide qui va pouvoir nous impressionner. je trace la ligne, puis je suis comme 200 000, c'est trop long. Je veux pas aller. Mais il dit ça maintenant, Eric, mais j'ai le feeling que tu vas le convaincre. Non, je sais pas, ça me semble long, je dirais. Puis juste une semaine à part, j'ai fait... mais c'était des courses difficiles. J'ai fait Wasatch puis j'ai fait Run Rabbit Run, les deux au Colorado. La deuxième course, c'était pas le fun pantoute. J'ai quand même... Je suis content de l'avoir fait, mais tu cours 5 km déjà, puis tes jambes sont totalement détruites, tes articulations sont totalement détruites. Tu dis, OK, peut-être que c'est pas une bonne idée. J'étais capable de le faire quand même, mais il n'y a aucun doute là, que c'était poussé un peu trop loin. Là. Ouais. Le risque de blessure est trop élevé. Non, c'est ça. Puis là, tu fais Coldwater le 14 janvier. Ta dernière course, ton dernier 100 000 remonte à quand? Début décembre, Loup-Garou en Louisiane. C'était vraiment une course super cool. C'était aussi une boucle. La particularité, c'était super chaud, mais contrairement en Arizona, c'était chaud et humide. Ouais. Donc, tu avais vraiment l'impression que tu avais sauté dans un sauna ou que tu étais totalement trempé. Ça s'est bien passé parce que c'était une petite course, donc j'ai fini 2e. Wow! Félicitations. Oui, c'est ça. Je gagne pas des courses jamais. Ça arrive pas. Si je finis avec un bon placement, ça dit plus sur qui d'autre est venu que à quel point je courais rapidement. Puis c'est juste, il n'y a aucun professionnel qui est venu, donc je suis comme, yes, let's go. C'est ma chance. Ouais, je comprends. Avec toute une année, puis en ce moment, physiquement, tu te sens remis de ton 2022 intense? Oui, quand même. Okay. Ouais. Je pense que ça prend vraiment juste une mauvaise course pour avoir une blessure qui traîne. J'ai rien en ce moment, mais Coldwater me fait peur. Je me suis déjà blessé là-bas. La première fois que j'ai fait le 100 000, j'ai eu des problèmes IT band qui ont duré pendant environ 2 mois que je pouvais presque pas marcher. OK. Donc, ouais, faut faire attention. Comme un douloureux souvenir par rapport à cette course-là. Ouais. C'est bon, tu me rassures, ça va bien aller. Oui, non, c'est une course qui est plus dure qu'elle en a l'air, je dirais. Ouais, intéressant. Parce que sur papier, c'est une course assez facile. Ouais. Mais le sol est difficile, tu as beaucoup de sable, il peut faire chaud dans la journée, il peut faire froid la nuit. Donc, ouais, faut faire attention un peu. Ouais, c'est intéressant. Je pense aussi que c'est relativement plat, fait que ça, c'est dangereux. Oui, c'est ça. Au Québec, je parle pour Eric et moi parce que Simon, tu es aux États-Unis, mais souvent, nos courses au Québec n'ont pas le dénivelé des courses alpines en Europe, mais ont quand même tous des forts dénivelés comparé à ce genre de course-là. Là, on regarde Coldwater, c'est 161 km, 2400 mètres. Rien pour s'énerver quand on compare à un 100 000 régulier qu'on peut faire au QMT, à Gaspésie, peu importe. Mais c'est un autre défi. Moi, j'ai fait 2 fois des courses désertiques, là, un 50K, un 50 miles, puis de devoir courir continuellement sur un pace relativement semblable toujours, c'est un autre défi complètement. T'sais, on aime ça, une grosse montée, quand ça fait 10 km qu'on descend. Oh, on tombe en power hike. Ça change le mal de place. Quand ça fait 1 heure qu'on monte, on est content de redescendre. Là, il n'y a pas vraiment de ça. On passe, c'est plat, puis on peut potentiellement courir du début à la fin. Donc, ça ajoute un autre degré de difficulté. Eric, parle-nous de ça. Après ça, on reviendra sur toi, ton parcours, mais parle-nous de la difficulté de ces courses-là qui sont sur le flat. Ben, moi, je regarde, quand j'ai fait Moab, c'était ça, là, il y avait beaucoup de flat. Puis c'est tough, le flat. C'est dur sur le corps parce qu'effectivement, je pense que Simon a un bon point. Là, le sol va être dur. C'est un peu ça que je vais tester, moi, Coldwater, justement, par rapport à mon expérience Moab. Là. Je vais tester courir sur le dur, puis voir comment j'adapte mes souliers, comment j'adapte le bas du corps pour pouvoir, justement, pas avoir de blessure à la fin de ça. Là. Ouais. Il faut faire vraiment attention, pour être capable de dire, ben écoute, là, ça fait un bout que je cours, là, je vais alterner marche-course parce que je vais donner un break à mon corps. Là. Ouais.
Ben, il y a ça aussi, j'ai vu, tu sais, on voit plein de techniques, plein de façons de faire. Puis j'ai vu un gars qui a complété le Coldwater Rumble de 100 miles en faisant du 9 minutes, 1 minute tout le long. Puis Ouais. il expliquait à quel point ça a quasiment aucun impact sur ton pace parce que tu sais, je veux dire, rendu au 150e kilo, tu es moins explosé, fait que tu gagnes quasiment du temps alors que si tu avais tenté de courir tout le long. Puis tout le long, lui, il avait son timer, 9 minutes, 1 minute, puis il se permettait 1 minute de marche chaque fois. Puis ça, lui, il expliquait que ça a fait son charme sur son expérience de course, puis il a fini avec le sourire d'en face, puis cette minute-là, à chaque 10 minutes, lui donnait peut-être le petit break sur ses articulations pour toffer plus longtemps. Toi, Eric, tu disais pour le Moab, tu veux tester le plat à Coldwater. Tu as fait Moab, ça a été dur sur le corps. Est-ce que tu as été blessé suite à ça? Ben, j'ai pas été blessé, mais j'ai fini avec des ampoules en masse. Là. Ouais. Je suis pas un gars qui est fragile des pieds pantoute. Là. Puis, après Moab, je suis allé faire le Trail du Bic 2 semaines après, puis j'avais encore des ampoules. Là. Donc, Ouais. c'était vraiment, ça a été intense, mettons. Là. Je pense que n'importe qui fait Moab, tu leur parles, puis on finit tout avec des ampoules. Là. Ouais, c'est Mais ça. puis, tu sais, c'est normal. Puis en plus, c'est que, ce qui est le tough dans Moab, c'est que tes ampoules, t'es fait dans le premier 150 kilos, 100 kilos. Fait qu'à ça, tu fais un autre 200 kilos avec tes ampoules de ses pieds, là. Ouais. T'es un bon seuil d'endurance à douleur, mettons. Ouais, c'est ça. Hein? Parle de toi, Eric. Ça fait combien de temps que tu cours sur route, en sentier, puis là, des très longs ultras? Ben, je te dirais, moi, j'ai toujours couru un petit peu on and off, mes petites distances. J'ai vraiment commencé à plus m'intéresser aux longues distances 2014-2015 dans ce coin-là. Le premier 100 000, c'était à Bromont en 2017. J'ai fini dernier. Pas compliqué, là. J'étais vraiment un backpack, là. 2018, j'ai fait 1 ou 200 000. Justement, j'ai fait Loup-Garou en 2018, là. J'avais beaucoup aimé. Oh, OK. Moi, j'ai fait en 2018, mais j'étais un petit peu blessé quand j'étais allé, là, tu sais, genre, avant de partir, avant de commencer la course, la veille, j'étais allé faire un petit step sur le terrain, puis je broyais quasiment tellement que ça me faisait mal aux pieds. Puis j'ai fait le 100 000 en 27 heures le lendemain. C'est comme, ouais, OK, c'est pas si pire. Shit, quand même. Ouais. Mais moi, contrairement à Simon, il avait mouillé beaucoup la veille. Fait que, écoute, il y avait de l'eau partout, là. C'était épouvantable. C'était pas humide, on était bien, mais il y avait tellement d'eau qu'à la fin du 100 000, j'avais des crevasses à 20 cm en dessous des pieds. J'en ai eu pour 2-3 jours à avoir de la misère à marcher. Mais tu sais, le premier qui a fini cette année-là, je pense qu'il a fini en 18 heures. Là. Fait que ça roulait, mettons. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que après ça, en 2019, ben, j'ai fait une niaiserie en m'entraînant avec le chien. Je me suis déchiré le tendon d'Achille. Fait que j'étais en plâtre et réadaptation une partie de l'année. Par contre, j'ai été chanceux dans ma malchance parce que je me suis fait opérer assez vite. Puis ça vient, le chirurgien, ben j'ai passé la commande que t'attaches ça solide parce que je refais un autre 100 000 à l'automne. Il a répondu quoi à ça? Il a dit, je vais l'attacher solide. Ça devrait être correct. Fait que finalement, 5 mois et demi après l'opération, je suis allé faire Tunnel Hill dans l'Illinois. Wow. Que j'ai bien aimé. Puis c'est mon 100 000 le plus rapide jusqu'à date. Ah ouais, puis tu l'avais attaché vraiment solide. Oh oui. Ben, le dernier 5 km, ça tiraillait un peu. Là. Mais bon, il y avait une bière à l'avant-dernière ravito, fait que ça l'aidait à passer le restant. Wow. Ouais, moi, je suis un coureur qui croit de la bière, c'est pas un problème. Ça. J'aime ça. Une bière en courant, c'est parfait. T'en as-tu prévu une pour Coldwater? Ouais, non, je sais pas. Je regarde voir si on peut en amener dans ce parc-là, parce qu'il y a bien des parcs aux États-Unis à cette heure, tu n'as plus le droit. Là. OK. Fait que, mais je pense qu'ils ont il y a un fournisseur de bière. Là, je regardais tantôt sur le site, là, puis je pense qu'il y a un fournisseur de bière là, qui va être là. Fait qu'on verra. Je me rappelle que j'aurais tendance à dire que tu peux. Ouais, c'est ça. Moi, je l'avais fait en 2019, puis c'était le party à l'arrivée. J'étais sur le 50K, fait que tu as l'énergie de faire le party, mais c'était festif comme fin de course. Puis, tu sais, on y reviendra tantôt, c'est une difficulté. On repasse 5 fois, 4 fois pendant la course à cet endroit-là. Mais c'est parce que c'est le party, là, le monde du 50K qui ont fini ça sur l'heure du dîner le samedi. Eux, c'est la pizza, la bière, puis c'est de la musique, ça danse, c'est festif. Nous autres, on est là à repasser sans arrêt, là, à les regarder, puis à devoir retourner. Bref, autre défi pour plus tard. Je te laisse poursuivre, Eric. Ouais, c'est ça. Fait que vois-tu, là, après ça, en 2020, je devais faire le Triple Crown. C'était mon cadeau de 50 ans. Mais là, la pandémie arrive, fait que too bad. Je l'ai fait en virtuel à la place, mais bon, ça reste que c'est pas la même expérience. Mais non. Fait que là, 2021, je reporte encore. Fait que là, en 2022, là, too bad, on le fait. Moi, j'étais un peu plus... moi, dans le fond, c'est que je fais des 100 000 pour me préparer pour les 200 000. Ouais. 100 000, c'est un entraînement pour le 200 000. Mais comme je disais, à un moment donné, c'est ça. Tu vas le voir, Simon, tu m'as dit que tu paissais à Tao, là.
Tu vas voir que c'est un autre minding. Puis écoute, moi, depuis que j'ai fait les vrais, là, j'ai pogné à piqûre, mettons. C'est ça, hein? Oui, je suis embarqué. Là, cette année, je refais Triple Crown encore une fois. Je vais aller faire le nouveau Divide en Alberta en septembre, entre Bigfoot et Moab. Puis j'ai un 510 km en Sicile au mois d'avril. Fait que ça va être vraiment ça va être ma course du printemps, mettons. Fait que là, c'est ça, je fais des 100 000 d'ici là pour m'entraîner. C'est ça, tu en as fait plusieurs dans les derniers mois, puis encore là, ça se poursuit. Coldwater, ça fait partie de cette étape-là. C'est quoi ton build-up vers la Sicile? Ben, normalement, ce que je prévois, c'est d'en faire. Je ferai Coldwater. Je vais en faire 2 à 2 semaines d'intervalle au mois de février. Probablement juste un en mars parce que moi, je suis en informatique. J'ai un go live chez un client fin mars. Là, fait que je risque de faire comme 80 heures semaine dans le mois de mars. Fait que c'est moins propice à aller courir. C'est une autre sorte de préparation pour un ultra. Ça prépare d'autres affaires. C'est ça. Fait que après ça, en avril, je vais être en Sicile. Fait que je vais m'entraîner en Sicile plutôt. Mais c'est ça. Quand tu disais que tu avais fait des 100 000 back-à-back à 2 semaines, moi, j'ai fait ça au début décembre. J'en ai fait 2, un en arrière de l'autre, à une semaine d'intervalle. Puis j'ai fait Blood Rock le 2 décembre, puis j'ai fait Beast of the East le 10. Puis je vais te dire, j'ai plus aimé mon deuxième. Je l'ai pris plus relax, mais en même temps, j'ai fini plus vite. Puis j'ai eu moins de misère physiquement. Le premier 40 km, c'est sûr, là, tu vois, je ressens un peu l'autre 100 000, là, mais après, là, les 200 000, c'est des bons entraînements, faire des 100 000 back-à-back, finalement. C'est ça, c'est le contraire. Qu'est-ce qui explique ça, tu penses, le fait qu'une semaine après, ça a mieux été? Est-ce quelque chose que tu penses qui explique ça? Ben, je te dirais, je pense que c'est qu'à un moment donné, tu as une certaine endurance, un certain volume. Je pense aussi, à force d'en faire, tu finis par pogner une certaine expérience. Puis, tu sais, quand pousser la machine, tu dis, hop, moi, là, je vais un petit tiraillement à telle place, on va ralentir un peu, on va prendre 2 minutes de plus un ravito, je vais changer mon alimentation. Tu sais, je veux pas finalement, à un moment donné, à force d'en faire, l'expérience rentre. Puis, Ben oui. tu te dis, regarde, tu t'ajustes. Tu vas pas avoir expert pour te mettre en zone d'inconfort. Puis c'était bien drôle aussi, la deuxième que je faisais, ben, tu arrives toujours dans les ravitaux, puis tu as les bénévoles qui me demandent comment ça va. Ben, tu dis, ben, ça va pas bien, considérant que j'ai fait un 100 000 la semaine passée. Fait qu'ils font tout, c'est juste d'avoir la face, ça fait juste bien rire. J'avoue que ça doit faire son effet. Oui, c'est ça. Puis en plus, après ça, t'en as une couple qui pose les questions plus loin, puis là, tu dis, bon, j'ai fait le Triple Crown l'été passé, fait qu'ils font tout, OK, là, t'es un fou, OK, c'est correct. J'ai l'impression que quand il y a des gens comme vous deux qui enchaînent, je me rappelle avoir eu cette réflexion-là quand je parlais avec Francis Picard, avec Fanny, puis tu te dis, je ne veux pas dire que ça diminue, mais c'est moins impressionnant quand c'est rendu le 20e, puis rappelons-nous que c'est des 100 000, puis on en parle en ce moment, puis je vous écoute, puis c'est le 15e, c'est le 20e, c'est le 3e en un mois, puis on dirait que plus on en parle comme ça devient quasiment comme on se désensibilise au fait que ce sont des 100 000, que ce sont des 160 km, puis je veux juste le rappeler aux gens qui écoutent. Chaque fois qu'on mentionne des 100 000 depuis tantôt, les gars, c'est des distances qui se font en plus de 20 heures, puis des fois plus que 30 heures. C'est extrêmement impressionnant d'en terminer un. Là, vous êtes là à enchaîner ça me fait capoter. Moi, le but, aujourd'hui, c'est de vous faire connaître aussi pour les gens, puis de montrer un peu ce que vous accomplissez, c'est quoi votre mindset, c'est comment vous vous préparez pour ça. Et ben moi, je m'en vais faire mon deuxième 100 000 à Coldwater. On va se croiser là-bas. J'essaye d'aller chercher quelques informations de la part de 2 personnes qui sont beaucoup plus expérimentées là-dedans. Mon premier 100 000 a bien été, mais c'est le genre de perfect storm, là, une journée parfaite que tu te dis, OK, ça ne se reproduira pas. Fait que là, je m'attends dans le gros creux à un moment donné là-dedans. Puis, je veux aller chercher l'expertise que je peux en vous jasant. Comment on approche une course comme Coldwater, Simon, de ton côté, toi qui l'as déjà fait, tu connais le parcours? Je trouve ça super intéressant aussi que tu dis ta première course s'est bien passée parce que mon premier 100 000 aussi s'est super bien passé. C'était juste comme ridicule. Je m'attendais à ce qu'à un moment donné, j'ai de la difficulté, puis j'ai juste comme fini. Puis je fais c'est fini. Donc la deuxième fois, j'étais comme OK, 100 000, c'est pas si pire que ça. Puis non, la deuxième fois était pire. Vraiment pire. Merci, tu m'encourages. Ben, c'est la réalité. Puis exact. Je sais pas si on devient. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucun 100 000 que j'approche en me disant, mais il n'y a rien là. La réalité, c'est même si j'irais courir, disons, un 5 km, course, pas juste faire la distance, ça serait difficile pour plusieurs raisons. Puis tout le monde est à un niveau différent. Courir quelque chose comme Javelina, qui est la course sister de Coldwater,
c'est une bonne place d'aller courir en boucle parce que même si tu es un bon coureur qui finit en dessous de 24 heures, comme il y a des pros qui viennent, ils vont te dépasser 2 fois. Puis tu te rends compte que tu n'es pas si vite que ça, même si tu penses que tu es vite. Puis il y a toujours quelqu'un qui fait plus que toi, qui court plus vite que toi. Puis à l'inverse, il y a quelqu'un qui te regarde et fait « Wow, tu sais, je peux même pas rêver d'essayer de faire ça un jour. » Puis juste comprendre ça, c'est assez important. En termes de trucs, Coldwater, la logistique est super simple. Tu as besoin d'un drop bag à Coldwater qui est une aid station que tu vois toutes les 10 000. Donc, tu n'as même pas vraiment besoin de prévoir si tu fais ça en 30 heures ou en 18 heures. Tu laisses ta lampe de poche là. Je pense que prendre le premier tour tranquillement, c'est assez important. Mm-hmm. Puis ensuite, c'est de manger beaucoup. Si tu manges beaucoup, la fin de la course va bien se passer. Ouais. That's it. Je pense que j'ai une corrélation parfaite entre je suis vraiment fier de mon résultat, puis j'ai bien mangé. Puis en fait, la course que j'ai le moins bien mangé, c'est Leadville cet été. Puis j'ai un petit channel YouTube, donc j'invite les gens à aller voir. J'étais pas capable de manger à peu près 10 000 dans la course, ou whatever, 16 km dans la course, puis j'étais comme, oh my God, ça va pas bien aller. Ça a pas bien été du tout. Mais j'ai croisé Courtney DeWater, puis ça m'a comme boosté un petit peu. Elle courait pas, elle paçait quelqu'un, puis j'étais comme, je peux pas avoir l'air faible en face d'elle, donc je suis comme, okay, let's go. Mais ouais, je sais que mes conseils sont un peu vagues, là, mais généralement, c'est ça, croire en toi, t'as fait le travail, crois dans le process, mange beaucoup, prends ton temps, assis-toi pas, that's it. Ah, exact. On dit souvent que l'ultra, c'est une compétition de nutrition dans laquelle il y a un peu de course à travers. Puis on le sait, il y a une corrélation directe souvent entre une bonne journée et une mauvaise journée, directement reliée à la nutrition, l'hydratation. Je trouve ça intéressant par rapport au drop bag à Coldwater 8 parce que j'essayais de regarder le parcours. Moi, je l'ai fait, mais c'était le 50K. Ça fait 2019 et ça fait 4 ans. Donc, tu sais, j'essayais de voir où c'est plus logique de laisser l'espèce de drop bag principal où on peut y accéder tout le temps. Puis j'hésitais, est-ce que je le laisse au start-finish ou est-ce que je le mets à Coldwater 8 qui, pour les gens qui écoutent, qui n'ont pas la map devant eux, grossièrement, la map, c'est un 8. Donc, il y a un point de départ en bas du 8. On fait une portion du 8, puis on croise l'espèce de point milieu où toutes les 4 lignes du 8 vont se rejoindre. C'est Coldwater 8. On repart faire la loupe du 8 en haut. On redescend, on repasse au même ravito, parce qu'on revient au point de départ. Fait que c'est pas on le fait pas en forme de 8, mais ça demeure que 2 fois par boucle de 20 miles, on croise ce même ravito-là. Donc, concrètement, comme tu dis, à chaque 10 000, on a accès à notre drop bag. C'est quand même un très gros luxe de logistique. Donc, juste à l'écouter puis juste à le réexpliquer dans mes mots, c'est maintenant clair, je sais où laisser mon drop bag. Merci Simon. Bonne fin de soirée tout le monde. Non, c'est pas vrai. Toi, Eric, à l'approche de cette course-là, comment tu le vois à côté autant logistique que stratégie de course s'il y en a une? Bon, tu sais, comme je te disais tantôt, moi, c'est surtout pour aller tester des choses par rapport à Moab, améliorer mon stuff, garder la forme. La semaine, je fais juste les petites distances, là, des 8-10 km. Quand même de petites distances. Fait que c'est plus regarder ça. Puis en même temps, je te teste ça. Fait que je vais sûrement, moi, dans mon cas, je vais probablement mettre le drop bag au start-finish. OK. C'est mon style. J'aime ça avoir ça au départ. Puis après ça, ben, c'est comme genre, regarde, tu fais une move de 30 km, tu reviens, tu ramasses ton stock. Tu sais, moi, j'ai tendance, je te dirais, je me fie pas beaucoup au ravito pour me nourrir. Je vais me mettre de la bouffe là-dedans un peu. Puis je vais ajuster en fonction de ce que je vais avoir dans les ravitaux. Tu sais, je regarde un peu les menus. Fait que je m'attends à ce qu'au début, ça soit un peu plus boboche, puis qu'on ait plus de la bonne nourriture plus loin dans le cas. Plus la course avancée, plus qu'on ait de la nourriture qui a de l'allure. C'est un peu ce que j'ai vécu à Basin de East, là, justement au mois de décembre. Là. Écoute, la première boucle que j'ai faite, j'étais comme, je ferais pas un 100 000 avec la bouffe qui est dans les ravitaux. C'est clair, là. Faut pas ça, là. Fait que ça te prend de la nourriture à un moment donné. Là. Fait que faut vraiment du gauge. Moi, vois-tu, dans mes formules magiques, moi, je prends du jus du V8, là, jus de tomate. J'ai de légumes, en fait. Puis, fait que je m'ajoute des cacanes de ça, je m'en mets dans le drop bag, puis à un moment donné, je m'en mets un dans mon backsack, puis je pars avec. Puis quand j'ai une baisse d'énergie, je vais m'en prendre un. Puis ça compense beaucoup pour les électrolytes. Ça m'évite de prendre plus de capsules de sel, parce que c'est des jus qui sont assez salés. Fait que, puis, c'est comme mon estomac supporte super bien. Moi, je mange n'importe quoi, là, tu sais. La seule affaire que j'ai eu de la misère, c'est que quand j'ai fait justement loup-garou, j'ai essayé
comment qu'elle a de la soupe au gumbo, là, mais version pois chiche, là, celle-là, elle passait moins bien, mettons. Ça fait plus tough. Elle était plutôt un peu. Super épicé, là. Il y avait vraiment un gumbo louisianais, là, super épicé avec plein du stock dedans pour avoir le va-vite, là. Fait que, genre, 1 000 après le ravito, c'était le temps d'aller dans le bois, là. C'était une recette pour un désastre. Ça, c'était comme écrit dans le ciel. C'était comme un défi supplémentaire. T'es sûr que c'était pas une course à obstacles, cette affaire-là? Non, mais à part ça, c'est la seule fois que j'ai eu de la misère. Fait que, tu sais, à part de ça, fait que j'ai pas de problème, là. Et puis, c'est une affaire dans 200 000, on mange super bien, là. Mais plus que dans 100 000, c'est épouvantable, là. T'as de la bouffe, là. De la vraie bouffe, là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment, je l'approche vraiment comme un entraînement, un long entraînement. Puis, tu sais, dans ma tête, j'ai pas d'inquiétude de le finir, mais j'ai pas non plus d'attente de le finir. OK. C'est vraiment un long entraînement que je m'en vais faire, là. C'est une journée d'entraînement, fait que... C'est une journée d'entraînement qui va durer jusqu'au lendemain midi, là. Ben ouais, c'est ça. Côté sol, c'est particulier parce que quand on approche une course désertique, on s'attend à certaines choses. Puis Coldwater, c'est pas tout à fait ça. C'est dur. Il y a des portions que on est loin d'être dans du sable mou qu'on peut se faire. On peut se faire l'image des belles courses désertiques, marathon des sables. On est loin de ça. C'est du petit gravier. Il y a des sections que c'est quasiment l'équivalent de la poussière de pierre. Il y a d'autres sections un peu plus molles. Simon, parle-nous des défis de ce parcours-là. Fait que le parcours, donc, si on fait dans le sens horaire, tu commences par une montée assez raide qui va être un peu plus sur du roc. Ensuite, tu descends un petit peu vers Coldwater, ça devient un petit peu rocailleux, donc un petit peu plus comme de la gravelle. Puis une route de terre tapée, donc ça se passe bien. Ensuite, c'est surtout de la roche. Puis, pour environ 1 ou 2 000, juste comme ça devient du sable super chiant. Ça dépend des années. Il y a des années que c'est un petit peu plus tapé, mais l'année dernière, c'était juste vraiment, vraiment énervant. Tu as le goût de juste comme quitter le sentier puis de courir à côté parce que c'est un petit peu plus tapé. Mais c'est seulement pendant 1 ou 2 000 que c'est comme ça généralement. Puis ensuite, ça redevient rocailleux. Puis ensuite, du pur roc. Dans le fond, c'est que le HQ est juste à côté de la montagne. La montagne, c'est plus du roc solide un peu. Ouais. C'est une course que ça prend des guêtres ou on y va... standard? Quand j'étais jeune, j'utilisais ça, puis j'ai arrêté il y a longtemps. Bon, voilà. Ça l'aiderait peut-être, mais je pense que ça serait assez limité. Là, c'est pas de la petite roche que tu vas avoir des cailloux dans tes souliers. Puis pour le sable, j'ai jamais trouvé des gators qui fonctionnaient très, très bien pour ça. Non, c'est ça. Puis j'ai pas le souvenir d'avoir fini ma course, moi, à Coldwater, puis enlevé mon espadrille, puis d'avoir ramené des souvenirs. Là. C'était pas si pire que ça. C'était standard, là, comme on peut avoir, on peut avoir ailleurs. Là. Ouais. Puis c'est un trajet qui est pas vraiment technique. Là. Il y a peut-être genre 500 mètres qui est un petit peu plus technique, puis il faut faire un petit peu plus attention. Mais c'est un petit peu de traite parce que justement, tu cours, tu n'y penses pas trop, puis il y a quand même des petites roches qui peuvent te faire trébucher. Puis j'ai vu des gens trébucher, puis se planter assez solide. Là. C'est pas un sentier comme au Québec, disons qu'il y a beaucoup de terre, que quand tu tombes, tu te fais pas trop mal. Là. C'est de la roche. Donc, je connais quelqu'un qui s'est brisé la jambe en tombant pendant la course. Donc, ouais. C'est ça, quand c'est pas technique, c'est là que c'est le plus traître aussi. On est un peu moins alerte, on regarde moins au sol, on regarde au loin le décor qu'Éric a derrière lui, là, des montagnes puis des cactus, puis c'est là que tu te plantes. Yep. Toi, de ton côté, Éric, la grosse course en Sicile qui s'en vient, qui est un peu je sais pas comment dire, qui est le résultat de ces 100 000 enchaînés-là. Parle-moi un peu de cette course-là qui s'en vient. J'avais jamais entendu parler de celle-là. Ben, c'est une nouvelle course qui débute cette année. OK, c'est la première. Oui, ça va l'année. On fait une pré-course l'année passée pour la tester entre amis là-bas. Là. Mais c'est la première course, mais ça fait partie du Tour des Géants. Ça fait partie c'est la compagnie qui organise le Tour des Géants qui organise cette course-là. OK. Puis quand tu complètes le 510 km, ben, automatiquement, tu as ton billet pour le Tour des Géants l'année suivante. OK. La principale raison pourquoi je me suis inscrit, j'aime pas les loteries. Les loteries, c'est rare que je suis tiré. Fait que, si j'ai un moyen de bypasser la loterie, je vais le prendre, même si ça veut dire de faire 510 km, puis c'est quoi, 20 500, 20 600 mètres de dénivelé. Là. Mais on a 7 jours pour le faire, 168 heures. C'est quand même pas pire. J'aime qu'il le dit avec autant de... C'est un luxe, cette affaire-là. Tu sais,
dans cette course-là, quand tu te préenregistrais de bonne heure, tu avais le droit à une espèce de session de coaching avec un des coachs qui le fait là-bas, mais qui est quand même assez connu, je pense qu'il n'est pas connu, mais en tout cas, il a l'air quand même pas pire, le gars. Puis j'ai écouté la première session, puis c'est comme genre, il est entre chums, puis on s'en va prendre du saucisson puis du vin pendant 7 jours. Là. Puis effectivement, je me suis fait confirmer par d'autres personnes qui ont fait des courses en Europe, puis de la bière, du vin, des ravitaux, c'est normal. Là. Ah ouais, OK. Oui, c'est vraiment. C'est la CC. C'est ça, tu peux manger très bien là-bas, là. On est loin du seul ravito à Hard Rock où je pense qu'il y a une shot de fort en haut. Là. C'est comme quotidien là-bas. Dans chaque ravito, il y a ce qu'il faut. Quand même. Ouais, ça, c'est dangereux. J'en ai fait une couple de courses qui mettaient du fort. Là. Blood Rock, au début décembre, là, il servait du Fireball toute la nuit dans les ravitaux. Le matin, t'arrives dans les ravitaux, les bénévoles sont tous dessous. Là. C'est juste bien drôle. C'est parti dans les ravitaux. Là. Les autres, ils ont descendu à moitié du 40 ans. Ça. Okay. Mais je trouve ça toujours bien drôle. Là. Ils font des cafés. C'était quoi? Tunnel Hill, c'était du café Bourbon. OK. La nuit, là, ils passaient des 40 onces de Bourbon. Là. Aïe, aïe. C'est un autre monde, ce genre de course-là, parce que tu sais, au Québec, on en a des courses qui sont un peu plus roots, il y a des courses un peu plus organisées, d'autres plus laid-back, mais ça demeure qu'il y a une espèce de standard, peut-être, on voit moins ce genre de truc-là. Mais aux États-Unis, c'est monnaie courante, puis plus on en parle avec des gens qui ont fait des courses un peu plus backcountry, plus on le voit que c'est monnaie courante, puis ça fait partie du charme de tout ça. Là. Ah, ça fait drôle. Quand les premières fois que tu rencontres ça, tu es comme aïe, aïe, OK, c'est spécial. Là. Mais t'embarques dans le beat. Là, on s'habitue, Eric? T'en prends pas, fait que c'est correct. Là. Prendre du sport sur une course, pas encore rendu là. Prendre la bière, pas un problème. Je dis pas qu'en Sicile, j'essaierai pas un verre de vin de temps à autre, là, juste pour le fun. Là. Mais on va voir. Mais écoute, la Sicile, ça va être vraiment une belle course. Là. On traverse 8 villages, 55 communes. La boucle a fait, à part du village de pêcheurs de Céphalus, qui est un village côté au niveau mondial, là, la protection mondiale. Là. On part de là, on fait 510 km, puis on revient au village. Mais puis dans le 510 km, à peu près je te dirais à peu près la 3e journée, on va monter en haut du Etna, qui est le volcan actif de ce coin-là. Là. Je regarde des images, puis dans la poussière volcanique, là, dans le sable volcanique, là, pas mal. Là. Wow. C'est la seule fois que tu montes à 2800, quasiment 2900 mètres. Là. C'est une méchante montée. Là. Ah, c'est ça. Ça va être le fun. Là. Mais puis, pour avoir fait Bigfoot, parce que justement, tu cours dans la poussière de volcan, c'est un trip. Là. C'est vraiment quelque chose à faire une fois de temps à autre. Là. Ouais, ça fait rêver, ça. Oh, écoute, ça devrait être une très belle course. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes. Puis la boucle, elle fait à peu près, je te dirais, peut-être 20% de l'île de Sicile, 20-25%. Là, c'est pas, tu n'as pas tout vu. Là. Non, c'est ça. Non. Fait que, puis tu sais, c'est assez relevé aussi. Il n'y a pas tout le monde qui s'inscrit sur ces distances-là. Je pense que la dernière fois que j'ai regardé, on était rendu 50 inscrits, puis il y a comme genre 13 ou 14 pays différents. Là. OK. Ah, c'est ça, c'est international. Là. Surtout que l'attrait du tort, comme tu disais, là, ça va convaincre des gens qui veulent passer par un autre processus que la loterie. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est intéressant. De toute façon, moi, anyway, c'est ça. Mon objectif, c'est de faire tort des géants, tort des glaciers. Fait que on va pouvoir les enchaîner comme ça. Ouais, c'est le fun. Toi, Simon, tu disais cette année, tu refais pas le Leadman et tout, mais c'est quoi ton plan de match après Coldwater? Ouais, je m'inscris encore à pas mal de courses. Là. Je vais faire Black Canyon, qui est aussi organisé par la même compagnie, c'est 100 km. Jackpot Ultra, Badger, 100 miles. Je vais probablement au final faire quelque chose comme 9 ou 10, 100 000, mais les plus excitants, je vais faire Array 100, okay. qui est dans le coin de Hard Rock, qui est aussi une course avec vraiment beaucoup de dénivelé. Ça va être vraiment le fun. Puis je vais aussi faire Leadville quelques semaines après ça. Donc, je vais sûrement passer l'été au Colorado, ou au moins 1 ou 2 mois, puis juste monter les montagnes là-bas. Là. Je pense que je cours beaucoup, mais ma passion, ça reste plus hiking, montagne. Ouais. Donc, je vais en profiter. Là. Je vais faire les 14 000 pieds, les montagnes de 14 000 pieds. Je les ai presque toutes faites déjà. Puis, je vais en faire quelques-unes de plus. Ah, c'est cool, ça. Ça fait rêver tout ça, les gars. C'était super intéressant de vous jaser, de découvrir parce que moi, ça me donne encore le vertige quand j'entends
les enchaînements de courses que vous faites, les places que vous faites, ça me fait capoter. Je pense qu'on va avoir beaucoup de fun à Coldwater. Ça va être un plaisir de se croiser. C'est ça qui est le fun. C'est que là, on est sûr qu'on va se croiser dans le parcours, peu importe les vitesses de qui, de comment ça se passe, on va se voir. C'est des boucles pas aller-retour, mais washing machine. Donc, on change de direction à chaque boucle. On va avoir le temps de moins de se taper dans la main puis de jaser un peu. Merci de votre temps. C'était cool de vous jaser. Puis j'espère vous croiser puis pouvoir échanger, partager quelques kilomètres avec vous pendant la course. Ouais, non, ça va être cool. On va aller courir. Je suis assez facile à spotter. J'ai probablement une casquette de requin ou une casquette de renard, selon mon humeur. Là. Donc, vous allez me voir de loin, en fait. Là. C'est un requin jaune. Donc, requin jaune à spotter sur le parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait choisir entre le renard et le requin? C'est-tu l'état d'esprit du matin? C'est l'état... Oui, exactement. Tu te laisses inspirer. Il faut choisir le bon costume. C'est assez important. Ouais, c'est le truc le plus important. C'est qui a le couvre-chef ou le costume, c'est la grandeur? Là? Ah, c'est juste un couvre-chef, malheureusement. Okay, bon. C'est pas comme une javelina, mais... Non, mais en y repensant, je pense que le truc le plus important, c'est d'avoir du fun le plus longtemps possible. À un moment donné, c'est plus possible d'avoir du fun, mais si tu as du fun au moins pendant 60-80 000, ensuite, c'est pas trop pire. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est pas super. Eric, est-ce qu'on va te spotter avec un couvre-chef particulier ou... Je penserais pas. C'est le gars qui prend une bière dans un ravito, c'est comme ça qu'on va le spotter. Peut-être. Dans un 100 000, moi, je me change souvent. Là. Ouais. Moi, je prends le temps de me changer. Pas le bas, mais le haut, oui, je me change souvent. Ouais, moi aussi, j'aime ça repartir au sec. Là, puis, je trouve que quand tu repars au sec, ça donne un petit boost d'énergie là, à le premier 10 km. Là, fait que, ouais, t'as raison. Moi aussi, je le sens. Même des fois, bon, quand on est les pieds mouillés, changer de bas, ça fait un charme. Mais même juste changer casquette qui commence à être un peu mouillée, souillée, ou un buff ou un t-shirt, tu changes ça, puis t'as l'impression d'être un homme neuf. Oui. Puis, tu sais, moi, je veux dire, une des choses que je fais beaucoup sur les 200 000, c'est que je vais changer de bas, puis je vais changer le semelle à l'intérieur des souliers. Je ne changerai pas de souliers, mais juste changer la semelle, puis les bas, tu repars comme si tu avais des souliers neufs. Ah ouais. Surtout sur du dur comme ça, là. Ça fait, moi, je regarde Moab, ça m'a aidé à passer à travers, là. Tu sais, même Bigfoot, il y a quand même des sections qui sont assez rocailleuses, puis ça faisait une différence. Là. Ah, c'est intéressant. On apprend des nouveaux trucs. Moi, ça fait 132 épisodes que je fais, puis j'avais pas encore entendu parler du V8 et du changement de semelle, fait qu'on en apprend tout le temps. La semelle, honnêtement, ça fait plusieurs courses que je fais ça, puis même sur les 100 000, je le fais de temps à autre. Là, ça t'évite de planer des espadrilles au complet. Ah oui. C'est bien moins exigeant. Puis, tu sais, à la limite, des fois, je me mets même une paire de semelles dans mon sac, puis je peux changer n'importe où. Là, OK. Ah, c'est pas fou, ça. Super intéressant. Quand tu sens ça commence à taper dur, là. Ouais. C'est comme si tu avais des espadrilles neuves. Intéressant. On va peut-être tester ça. Hey, merci beaucoup, Simon, Eric. C'est un grand plaisir de jaser avec vous. J'espère qu'on va se croiser là-bas. J'espère que les gens qui écoutent ont eu du fun à vous découvrir. Puis, comme tu disais, Simon, tu as un channel YouTube, tu as des vidéos vraiment cool. Quand j'ai appris t'étais qui, quand Fanny m'a parlé de toi, j'étais allé voir ça. Puis, ton Leadman, notamment, c'est une super vidéo. Puis, Eric, Simon, bonne fin de journée. Eric, bon vol demain jusqu'à Las Vegas. Puis, on se voit en Arizona, les gars. Parfait. Hey, ciao, bonne journée. Bye-bye. On est le dimanche 8 janvier. D'ici une semaine, en fait, dans une semaine pile, je devrais avoir fini mon Coldwater Rumble 100 miles en Arizona. Aujourd'hui, 6 jours avant la course, c'est ma dernière longue. Un 25 km. Super easy. J'ai fait la première moitié avec mon ami Richard Turgeon qui était de passage à Québec. Ça a été cool. Des très bonnes sensations en ce moment. Il fait à peu près moins 20, moins 25 avec le ressenti. Donc on est loin d'une température qui ressemble à ce que je vais avoir dans le désert, mais ça forge le mental. Ben non, on est bien. Je suis vraiment content de mon build-up jusqu'à la course. C'est particulier, tu sais, un 100 000 en janvier comme ça, au moment où d'habitude on est plus en saison morte. C'est un entraînement qui est un peu différent. Quand j'ai fini la CCC, une semaine après, je courais le 42 Saint-Simon à l'UTHC. Mais après ça, c'était vraiment une saison morte. Fait que, alors que beaucoup d'autres coureuses étaient dans leur fin de saison, leur objectif A, moi, deuxième moitié de septembre, octobre, j'étais en saison morte.
Vraiment plus easy. Quelques sorties de course par semaine, mais pas d'intensité, pas de longue. Puis novembre, fin octobre, là, je suis reparti à fond. Il y avait 2 grands moments d'intensité dans mon build-up jusqu'à la course. D'abord, le 4 novembre au soir, avec quelques amis, Jeff Cochon, Julien Lachance, Juliane Claros, Simon-Pierre Leblanc, François Boucher. On a fait le FKT gare à gare, donc un 95 km sur le plat. Donc une très bonne simulation pour ce que je m'en vais vivre en Arizona. De courir sans arrêt, de pas trop changer le pace parce qu'il n'y a pas de grosses montées, grosses descentes. Dans le très plat, c'est complètement différent. C'est pas plus facile parce qu'il n'y a pas de dénivelé. C'est juste différent de garder la même motion de course tout le temps. Garder un rythme quand même soutenu. Avec un quasi 100 km pour tester un peu l'état du corps suite à la saison morte. Il s'est très bien passé sous les objectifs. Puis ensuite, début décembre, c'était une semaine un peu plus intense. Une semaine que mon coach Éric Deshaies appelle la semaine des 20. Avec 20 km le lundi, 20 km le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Puis le dimanche, question de se gâter, on fait le double. Donc avec les petits extras ici, là, ça a fait une semaine de 165 km. Encore là, pas de bobo. Donc, 2 semaines de haute intensité, ou en tout cas 2 efforts de haute intensité. Un test sur 95 kg continu, puis une grosse semaine de volume. Le reste, de plus miser sur de la qualité que de la quantité. Donc j'arrive vraiment confiant. Je pense pas que je suis over-entraîné. Je pense que je suis dans un bon état physique, un bon état mental. Donc j'ai juste hâte de te rendre sur le parcours, d'avoir du fun. Souvent le plus gros effort, c'est de se rendre à la course, se rendre à la ligne de départ. Puis là, je me rends. Puis je suis heureux, je suis content. Je suis fier de ce que j'ai fait. Fait qu'après ça, la course, il reste juste à la faire. L'objectif A, la finir. L'objectif B, la finir sous les 24 heures. Puis pour ça, je me suis fait un petit plan de match. C'est 5 boucles de 32 km. Donc, le plan de match, je prépare pas la course logistiquement parlant et tout. C'est 5 boucles. D'habitude, je peux préparer ça. Là, j'arrive vraiment sans avoir trop réfléchi. J'aime pas ça me prendre la tête avec ça. On dirait que plus je fais de l'ultra, plus je fais des longues, puis moi, j'ai envie de me surpréparer, puis de tout réfléchir, préparer les ravitaux. Là, j'arrive plus en mode aléatoire, ou en tout cas en mode relax, zen. Puis c'est 5 boucles, c'est très facile à préparer logistiquement parlant. Fait que je vise une première boucle de 3 heures, une deuxième de 4 heures, une troisième de 5 heures, une quatrième de 5 heures, pour la dernière, un genre de 6 heures. C'est très aléatoire, c'est pas basé trop sur des grandes analyses scientifiques, mais je me dis qu'en faisant ça, en me gardant sur ces paces-là, je me mets en position pour faire autour de 23 heures. Fait que j'ai une marge de manœuvre. C'est l'objectif. À 6 jours de la course, c'est ce que je viens de décider dans ma tête en courant. Est-ce que ce sera ça? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra. Le but, c'est juste d'aller se pousser, d'aller s'amuser dans le désert. On s'en parle plus tard. Ciao! On est le mercredi 11 janvier. Je viens de faire ma première course depuis que je suis arrivé en Arizona. J'ai fini de travailler à 3 heures. C'est ça qui est le fun avec le décalage horaire. Hein? Commence à travailler très tôt. Fini de travailler aussi très tôt. Parfait pour aller finir la journée sur les sentiers avec le Golden Hour. J'ai décidé de travailler tant qu'à être ici pour plein de raisons. De un, je suis tout seul ici. Ma blonde n'est pas là, ma famille n'est pas là. Donc, je sais pas comment je remplirais mes journées parce que de un, j'ai déjà visité pas mal Phoenix quand j'étais venu il y a 4 ans. Puis de deux, j'étais en taper. Fait que l'activité principale que j'aurais à faire, c'est d'aller courir dans les parcs nationaux. Puis ça me tente pas de me brûler avant ma course puis de faire des journées pas possibles. Fait que je me connais. J'ai décidé d'être sage. La dernière fois que je suis venu ici, je pense que j'ai fait un 20K 2 jours avant mon 50K. Donc, à ne pas faire.
vraiment à ne pas faire. Mais c'est tellement beau qu'on a le goût de courir, fait que je me connais, je décide de travailler, mais commence très tôt, vers 6h, puis je pense que j'ai fini aujourd'hui à 2h30, 3h. Donc, c'était parfait pour venir finir la journée sur les sentiers. J'ai essayé un sentier qui s'appelle le Lost Ranch Ruins Trail, donc le sentier des ruines du ranch perdu, un peu... Écoute, on dirait le nom d'un film d'Indiana Jones, je sais pas. Mais c'est vraiment spécial. C'est une boucle de 8 km, 400 mètres de dénivelé. Fait que déjà en partant, j'ai fait en 8 km le dénivelé de la boucle de 32 de ma course de samedi. Mais c'était le fun, je me suis mis du bon dénivelé dans les pattes. C'était beau. Puis, à un moment donné, dans la boucle, on arrive à une espèce de... En fait, c'est les vestiges, il reste juste la cheminée. Donc, vraiment le manteau de la cheminée, le foyer, puis l'espèce de cheminée qui monte dans les airs. C'est des ruines, on voit que c'était un bâtiment avant, mais il reste juste les planchers et cette cheminée-là. Puis j'étais allé lire un peu parce que je voulais savoir c'est quoi cette affaire-là. Puis il y a plusieurs théories, mais c'est comme pas clair ce que c'est. Puis c'est vraiment très drôle. Une des hypothèses qui est avancée, c'est que c'est un ancien ranch style resort nudiste d'acteurs d'Hollywood. Donc, je suppose que des acteurs, actrices d'Hollywood se rejoignaient ici entre les montagnes cachées de l'Arizona pour venir, passer du temps dans un ranch nu. Donc, ça, c'est une des théories. Une autre, c'est que c'était un camp minier, parce qu'il y avait des mines dans le coin ici au début des années 1900. Fait que ça serait peut-être aussi les vestiges d'un bâtiment de ce village minier-là. Mais bref, c'est vraiment très beau. Puis c'est fou les paysages ici, c'est le fun. J'ai comme un sentiment de déjà vu. Tu sais. Ça fait 4 ans jour pour jour que je suis venu ici pour faire la course justement à l'époque, le 50K. Puis c'est drôle de revenir puis d'avoir des sentiments de déjà vu sur des montagnes parce que c'est les mêmes que je vois parce que je suis retourné exactement au même Airbnb parce que je m'étais fait un bon ami. L'autre du Airbnb, c'était un gars d'à peu près dans mes âges. Puis lui possède une maison ici, puis il loue des chambres. Donc, j'avais adoré mon expérience quand j'étais venu ici. Fait que je suis revenu exactement au même spot. C'était à 10 minutes du départ de la course, juste en dehors de Phoenix. Fait que bref, c'est les mêmes montagnes, les mêmes panoramas. Puis là, tu te mets à courir, tu sors dehors, puis c'est les mêmes odeurs. Puis tu sais, des odeurs que t'as pas senties depuis 4 ans parce que c'est des choses qui ressemblent à rien à ce qu'on a à la maison. Je sais pas si c'est les cactus, si c'est les buissons, mais... Bref, tout ça, c'est comme des odeurs, des feelings, des sensations qui me sont revenues. Fait que c'est cool, c'est une belle expérience. Ça termine bien la journée. Donc voilà, c'est ce qui termine mon mercredi 11 janvier. Très bonne sensation côté course. Je sens que j'ai un peu les jambes ankylosées de la journée d'hier, d'autobus, d'attente, d'avion, tout ça. Mais à part ça, pas de bobo. J'étais allé fort dans la descente, puis j'ai eu que des bonnes sensations. On verra si demain ça se ressent en se levant. Mais je pense pas. C'était une petite course pace du bonheur, puis on profite du paysage. Fait que c'est pas mal ça. On est le jeudi 12 juillet, 2 jours avant la course. Je viens de faire une petite sortie de course directement sur le parcours dans les Sierra Estrella, chaîne de montagne au sud de Phoenix. Donc, je viens de faire une petite demi-heure. C'était pas au programme, mais ça me tentait. C'était à côté du Airbnb, c'est beau. Puis après la sortie d'hier, vraiment plus technique, costaude, montagneuse, j'ai juste me rappeler, me rassurer dans mes souvenirs d'il y a 4 ans qu'effectivement, c'était peut-être un peu plus roulant que ce que j'ai vu hier. Juste, j'avais pas de doute, mais allons voir d'un coup que. Finalement, je le confirme, c'est mieux. C'est quand même un parcours très rocailleux. Tu sais, c'est pas du beau sable, c'est vraiment des roches. Un peu comme les descentes à Arikana. Les descentes dans des chemins de 4 roues qu'on a à la deuxième moitié du 125. C'est ce genre de parcours-là où, oui, c'est roulant, oui, on peut courir, mais lève jamais la tête, regarde toujours au sol parce que c'est tout le temps dans ces sentiers-là qu'il y a une roche qui dépasse, une roche qui roule, se vire une cheville, fait un vol plané. C'est ce genre de parcours-là. Donc, je pense que sur ce 100 000-là, je vais avoir les yeux bien rivés à mes pieds, mais je m'attendais à rien de moins que ça. Toujours dans un état d'esprit ultra prêt, ultra serein. C'est drôle, aujourd'hui, je parlais avec un certain Mathieu Blanchard, que vous connaissez peut-être. On a un projet ensemble, donc on avait un petit meeting, puis à la fin de notre rencontre,
il me parlait de ma course, il me questionnait, c'est quel genre de parcours et tout ça, il connaissait pas la course, fait que j'explique, puis tu sais, il m'a donné des conseils, j'ai eu des conseils gratuits, il m'a dit d'épargner les quads le plus possible. Il me parlait de son Vermont 100 000 qu'il a fait tout début de carrière de trail, puis c'est un parcours qui est roulant, pas comparable à ce que je fais en fin de semaine, c'est quand même plus de D+, mais quand même, tu sais, plus roulant. Puis c'est ça, il m'a dit de bien rouler le pied, bien déposer le talon intelligemment, rouler le pied, épargner les quads le plus possible parce que c'est ça qui va m'empêcher de courir en fin de parcours. Puis il n'y a rien de plus frustrant, comme il disait, de pas être capable de courir en fin de parcours sur quelque chose de plat. C'est le fun quand tu peux pas courir mais que tu es dans des grosses montagnes. Anyway, tu fais du power hike, là, on n'est pas là-dedans du tout. Fait qu'épargner les quads pour pouvoir courir tout le long de la course jusqu'à la fin. Même si à la fin, c'est un petit trot hyper lent, ça reste mieux que de marcher. Il m'a dit un autre truc en finissant ça va me rester en tête. Je veux dire, c'est rien de nouveau. C'est de quoi qu'on a déjà entendu, qu'on s'est déjà répété, mais de l'entendre comme ça à 48 heures du début de ma course, je pense que ça va me résonner dans la tête. Mais il m'a dit, le corps peut aller beaucoup plus loin que ce que la tête va te dire. Mathieu a extrêmement raison là-dessus. Donc voilà. Il fait toujours très beau. Beaucoup plus chaud aujourd'hui, à 22-23 degrés. Le fond du vent est quand même froid, mais ça demeure quand t'es à l'abri du vent, on sue à grosses gouttes. Je voudrais pas être ici le 6 mois de l'année où il fait 40 en moyenne. À 22, c'est quand même chaud, sec, étouffant. Bon, il y a quand même le fait que j'arrive de moins 15 du Québec, mais pas à me plaindre. Pour vrai, c'est des magnifiques conditions. Puis là, il a annoncé un 10 mm de pluie dans la nuit du samedi à dimanche. On est baissé à 5. Puis l'espèce de 2-3 jours de pluie semble se décaler. Fait que si on est chanceux, on va peut-être même se rendre jusqu'au lendemain matin. Peu importe. Je suis ça, mais j'y accorde pas tant d'importance que ça. Je suis ici pour courir, puis peu importe c'est quoi les conditions dans lesquelles ce sera, on va avancer, on va finir cette course-là, puis on va aller chercher la boucle de ceinture, finisher, du Coldwater Rumble 100 miles. J'ai vu ce matin que Jeff Browning était sur la course. Ça fait plusieurs fois que j'en parle au podcast. Jeff, c'est un des meilleurs coureurs aux États-Unis, mais c'est surtout un gars qui est dans la quarantaine avancée, si c'est pas début cinquantaine, puis qui performe encore à un très, très haut niveau. C'est un gars qui a gagné près d'une trentaine de 100 miles. C'est la deuxième personne avec le plus de victoires sur 100 miles au monde, après Carl Melzer. C'est tout un coureur. Puis cette année, sur sa première tentative de 200 000, sur le Moab 240, il a gagné, qui a un record du parcours. Tout un athlète, ce Jeff-là. Ce qui est le fun du parcours, c'est que c'est 5 boucles, mais c'est aussi en mode washing machine, donc on change de direction à chaque boucle. Fait que je devrais être capable d'encourager Jeff, taper dans la main quelques fois. Bon, vous le savez, je suis un peu geek de trail. Je vais pas lui demander un autographe puis un selfie, mais de le croiser, de taper dans la main, quand même très cool de côtoyer des athlètes de ce haut niveau-là dans une course comme ça, un peu backcountry dans le fin fond de l'Arizona. Très cool. Donc voilà, on s'en parle demain. Ciao. On est le vendredi 13 janvier. Ben oui, vendredi 13, veille de course. Donc, moins de 24 heures avant le départ. En ce moment, il est midi heure locale. Le départ est demain à 7 heures. Aujourd'hui, j'ai congé. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose à faire. Préparer mon stock, mon gear, manger, puis prendre ça cool. C'est le fun, une veille de course aussi relax. Je chill à mon Airbnb. Je viens de regarder un documentaire sur la victoire d'Adrian McDonald à la Leadville 100, documentaire de On qui vient de sortir, vient tout juste de sortir. Allez voir ça sur YouTube. 20 minutes bien investies. Hier, je vous ai parlé d'un conseil inspirant que j'ai reçu d'un grand athlète en la personne de Mathieu Blanchard. Aujourd'hui, j'ai reçu un autre conseil tout aussi inspirant d'un tout aussi grand athlète. J'ai nommé Julien Lachance. Il m'a dit, en me souhaitant bonne course, il m'a dit « Oublie pas d'accélérer dans le dernier 158 km. » Merci Julien. Je pense que c'est le meilleur conseil. Je viens aussi de parler avec mon ami Ray Zahab. On s'appelle comme ça une fois de temps en temps, une fois par 2 semaines à peu près. Puis ça a donné, j'avais du temps aujourd'hui lui aussi, fait qu'on jasait. Puis il m'a donné aussi un très bon conseil. Il m'a dit accélère le premier 200 mètres pour être le premier de la course à un moment donné. Bien sûr, en riant. Mais toujours cool d'avoir des conseils ou d'avoir des nouvelles de mon ami Ray. Je pense que vous le savez, Ray en parle aussi, ceux qui le suivent sur les médias sociaux. Il est présentement en train de se battre avec un cancer. Puis c'est que des bonnes nouvelles. Il me disait que son corps répond vraiment bien à la chimio.
Donc, les médecins sont super encouragés pour la suite. Puis lui, entre ses traitements de chimio, il réussit à faire des expéditions comme lui seul sait le faire. Là, il part début février dans l'Arctique faire une expédition d'une dizaine de jours. Donc, toujours aussi inspirant ce Ray-là. Tellement une bonne personne, tellement une grande source d'inspiration pour beaucoup de monde. Puis je pense qu'en ce moment, il y a aussi ça qu'il veut dans sa démarche de montrer qu'il va kicker le cul de ce cancer-là, mais aussi montrer que c'est possible de revenir de ça puis de continuer d'être actif. C'est sûr que Ray, c'est un athlète d'exception, mais je pense que ça peut inspirer les gens, puis pas obligé d'aller traverser l'Arctique pour se sentir vivant ou pour montrer qu'on a battu ce cancer-là. Mais bref, je pense qu'il peut inspirer les gens à montrer que c'est possible d'aller mieux après un cancer. C'est cool. J'ai aussi un pacer. C'était pas prévu. À la dernière minute, j'ai vu dans le guide du coureur qu'on pourrait avoir un pacer. Il y a un groupe... la course que je fais est organisée par Aravaipa Running, qui est l'organisation de Jamil Khoury, qui organise plein de courses un peu partout en Arizona, dont le Javelina 100, le Cocodona 250 que Stephanie Simpson a fait, Black Canyon, plein de courses. Puis il y a un groupe de courses de coureurs locaux. Donc j'ai joint ce groupe de coureurs locaux-là, puis j'ai dit « Hey, je fais le 100 000 samedi. Je me cherche un pacer, si quelqu'un est disponible, let's go. » Puis il y a Jessica Maurice, qui est une coureuse du Québec, qui est notamment nominée cette année à la Racine d'Or pour l'Ange des Sentiers, une fille super impliquée dans la communauté de course, qui m'a contacté, elle m'a dit « je connais du monde là-bas, je vais parler avec un ami d'un ami ». Fait que mon message original dans le groupe a pas donné grand-chose, mais après ça, ce gars-là, qui je pense est bien connu dans la communauté de course en trail ici en Arizona, a reposté dans le groupe « Hey, il y a un ami d'un ami qui cherche un pacer ». Et là, il y a une fille qui m'a répondu. Elle aussi s'appelle Jessica Mary, qui est une mère de famille ici, qui est impliquée dans la communauté de course, qui a répondu « Hey, moi, ça me tente. » On s'est écrit par Messenger. Elle m'a dit « Quand est-ce que tu veux que j'embarque dans la course? C'est quoi la stratégie? » On sait pas trop ça va être quoi. J'y ai décrit un peu, mais tu sais, le but, c'est courir avec quelqu'un, avoir quelqu'un qui set un pace en avant, puis le fait qu'on se connaisse pas, va faire qu'on va avoir de quoi à jaser, puis si pendant la 4e, 5e boucle, on passe le temps à jaser, ça fait que la nuit va se traverser plus vite, puis on va jaser plutôt que de focusser sur ma douleur de jambe que j'aurai certainement à ce moment-là. Donc c'est cool. J'attends de ces nouvelles, on va s'en reparler, mais je pense bien que je vais avoir une pacer pour cette course-là, fait que c'est cool. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je t'ai demandé pour pas en avoir, mais why not? Sinon, dernier truc de ce radio-journal du jour, hier soir, je soupais à mon Airbnb, puis tu sais, c'est un Airbnb avec 3 chambres en location, puis je jasais avec un gars qui loue aussi une chambre qui s'appelle Raymond. C'est un Mexicain qui vit à El Paso, au Texas, qui en fait travaille ici à Phoenix. Je pense que la compagnie pour laquelle il travaille a un contrat ici. Lui, il monte des échafaudages, puis il loue la chambre ici depuis plusieurs mois, puis il cuisinait, on jasait, puis il me contait qu'il aime tellement le soccer que lui, dans le fond, il travaille 6 jours semaine, 12 heures par jour, de 6 le matin à 6 le soir, du lundi au samedi, travaille ici à monter des échafaudages à Phoenix. Puis il aime tellement le soccer que le dimanche, il fait un aller-retour à El Paso. El Paso, c'est à 6 heures aller, 6 heures retour pour jouer au soccer avec ses chums. Le gars est vraiment passionné, vraiment craqué. C'est un peu fou, là. Je veux dire, t'as une journée de congé par semaine, du travail, des semaines qui ont aucun sens. 80 heures semaine, genre 70 heures semaine. Puis ta journée de congé, boum, aller-retour à El Paso, 12 heures de route pour aller jouer au soccer. Fait que, tu sais, je trouve ça fascinant, vraiment impressionnant. Vraiment, le gars, c'est un passionné, tu sais, un peu fou, mais passionné. Puis, il me retourne la question, il me dit, qu'est-ce que tu fais ici? Fait que j'y explique un peu. Il me dit, donc, tu fais 6 heures d'avion, 12 heures aller-retour d'avion pour venir ici en Arizona pour courir en boucle, tourner en rond pendant 24 heures, courir 100 000 ici, tout ça pour avoir une boucle de ceinture à la fin. Fait que j'ai l'impression que moi, dans ma vision, je le trouve un peu fou de l'aller-retour chaque semaine pour aller jouer au soccer. Lui, je pense que connaissant pas ce sport-là, de la trail, déjà la fascination ou la surprise d'apprendre qu'il y a des gens qui sont assez débiles pour courir plus qu'un marathon, d'en courir quasiment 4 en une nuit, en une journée. Bref, c'était vraiment très drôle. C'est moi que je le trouve un peu fou, lui qui me trouve un peu fou. Je pense que lui, c'est d'autant plus impressionnant parce que c'est son travail ici, là. Moi, je veux dire, je suis en congé. En ce moment, je chill à enregistrer ça dans ma chambre, couché sur un lit. Lui, 6 jours semaine, il travaille
au soleil, sur des échafaudages et tout. Bref, je continue de penser que son truc est 100 fois plus impressionnant que le mien, mais c'était drôle de voir un peu la surprise dans ma face quand il me raconte son histoire, puis la surprise dans sa face quand je racontais mon histoire. Fait que c'était le fait cocasse du jour. Fait que voilà. Il est midi. Cet après-midi, je vais aller faire un dernier petit 30 minutes de course sur le parcours directement parce que je vais aller chercher mon dossard là-bas. Après ça, je vais préparer mon gear. J'ai quelques petites affaires à faire. Vendredi le 13 janvier, il est 20h du soir, donc dans moins de 12 heures, ce sera le départ de la course. Tout est prêt, tout est fait. Mon drop bag est rempli au bouchon. Mon stock est prêt. Tout ce que je peux contrôler est fait. Je sais pas si ce que je vais raconter va faire écho chez certains d'entre vous, mais tu sais, une veille de course comme ça, on contrôle ce qu'on peut contrôler, puis souvent c'est ce qu'on peut pas contrôler qui nous stresse. Moi, dans mon cas, c'est tout le temps le cadran du lendemain. Tu sais, quand j'étais à Chamonix, tu te dis, ça fait 3 ans j'attends cette course-là. Ça serait bête d'être rendu ici en France puis le cadran sonne pas. L'affaire, c'est que j'étais dans un Airbnb avec ma blonde, mon père, ma mère, on avait tout mis le cadran. Les chances que ça arrive étaient très minces. Puis le départ, en plus, était tard. C'était genre à 9h le matin. Là, je suis comme tout seul dans une chambre, dans le fin fond de l'Arizona. Je connais personne dans le coin. Je suis tout seul dans mon Airbnb. Le cadran, il stresse un petit peu. Ça serait vraiment con d'avoir comme traversé la moitié de l'Amérique pour venir faire une course, puis que le jour même, le cadran sonne pas. Je me connais... Souvent, je vais me réveiller 5 minutes avant le cadran, puis ce bout-là va être passé. Moi, souvent, une fois que le cadran sonne, je suis comme « Alright, tout est beau maintenant, il n'y a plus de part de stress, il reste juste à aller courir. » J'étais à 10 minutes de voiture du départ. Il n'y a plus grand-chose qui peut arriver, mais c'est con. Le cadran de la veille me stresse. Je sais pas si ceux qui écoutent, il y en a qui se disent « moi aussi, je suis de même avant mes courses. » Je suis pas quelqu'un de nature très stressé. C'est plus les affaires comme ça, genre de niaiseries qui peuvent un peu me stresser la veille d'une course, juste de me dire, c'est les choses qui hantent en ce moment, moi je me couche, puis le départ de la course, c'est les quelques affaires que je contrôle pas qui peuvent mal aller, qui mettraient en péril ma course. Fait que c'est même pas la course elle-même qui me stresse. Rendu là, je m'en vais me balader dans le désert pendant 24 heures. C'est tout. Ça va faire mal, je le sais. Il y a rien que je peux changer à ça. Le but, c'est que ça commence à faire très mal le plus tard possible, puis après ça, on gère avec la douleur, puis on continue d'avancer à un rythme qui est vivable, puis on se rend jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est tout. Donc voilà. Ciao tout le monde. On s'en parle demain sur le parcours. Samedi 14 janvier, c'est le matin de la course. Il est 6h17. Je suis quasiment arrivé au départ. J'ai très bien dormi. Je me suis réveillé 15 minutes avant mon cadran. Bref, le stress d'hier par rapport au cadran, encore une fois, c'est avéré inutile, mais il faut m'avoir un petit stress de veille de course. Là, je suis juste ben stoked. J'ai vraiment hâte de partir. Dans moins de 45 minutes, ils vont donner le départ. J'ai tout. J'ai mon drop bag qui est prêt à être droppé. J'ai mes espadrilles dans les pieds. J'ai ma veste avec de l'eau. Un peu de barnac. Il manque rien. Donc, j'arrive dans 3 minutes au parking du lieu de départ. Puis après ça, il reste juste à faire ce que j'ai à faire ce que je suis venu faire ici. Les devoirs sont faits, les gros trainings sont faits. On dit souvent que l'accomplissement, c'est de se rendre au départ. Puis je pense que c'est vrai quand même, mais c'est quand même le fun d'essayer de se rendre à la fin aussi. Mais après ça, c'est une journée, tout peut arriver. Par contre, tout le build-up jusqu'ici, c'est beaucoup d'efforts, mais beaucoup de plaisir aussi. Puis je suis bien fier d'être rendu là, d'être prêt. J'ai ma camisole des Cute. Je pense à mes potes des Cute qui m'ont envoyé plein de messages d'encouragement qui sont vraiment drôles. Pas le droit de se plaindre, calice. Mathieu me l'a pas écrit celle-là, mais il le répète assez souvent. Pas le droit de se plaindre. Je pense à mes parents, à ma blonde. C'est un sport qui... Je sais pas, des fois je trouve qu'il y a un peu d'égoïsme à ce sport-là dans tout le temps qu'on met là-dedans. Puis je voulais rendre fier aussi. Voilà.
Let's go! C'est le temps d'avoir du fun puis de finir cette course-là. Ben, de la commencer, mais de la finir aussi. On se parle probablement pendant, mais surtout après, je suppose. Ciao! Ça fait 17 minutes que la course est partie. Puis je vous parle déjà. Mais là, c'est magnifique. On court direction est. Fait qu'on a le lever du soleil dans notre face. C'est magnifique. Sachant que le soleil se lève environ vers 7h20. Sachant mon objectif d'être sur la barre des 24 heures. L'idéal serait que ce soit le seul lever du soleil que je vois dans la course. Mais la consolation, si ma course va pas tout à fait comme je veux et que ça prend un peu plus que 24 heures, la consolation sera que j'aurai un deuxième lever du soleil dans les montagnes. Puis je vous dis, c'est beau. Chris. Ciao! Ça fait 3h20 et 25 que je suis sur le parcours. Yeah, man. Une boucle de fête, 4 à faire. Je vais une à la fois, mais je suis dans les objectifs. Je visais des temps environ de 3h, 4h, 5, 5 et 6 pour les 5 boucles. Yeah, man. 3 heures, je pense que c'est trop rapide. Là. Je veux dire, le premier homme, qui est Jeff Browning, a fait ça en 3h05. Je pense que j'avais mal évalué ça, mais je pense que le 7 heures sur les 2 premières, le 12 sur les 3 premières, c'est des bonnes références. Ce qui voudrait dire que ça va quand même bien. On est vraiment chanceux. Avec les forecasts de pluie qui annoncent, ça fait qu'en ce moment, c'est très couvert. Donc, on n'a pas de soleil. Good job, keep pushing. Good job, guys. Donc, ouais, c'est couvert. Donc, ça sera peut-être pas même toute la journée, mais pour l'instant, on s'en sauve. Là. Il est 10h et quasiment 10h30, puis on n'a pas le soleil direct. Good job, guys. Good job, Eric. Ça va bien, toi? Oui. Let's go, good job. Good job, guys. Good job. Good job. Donc, comme vous voyez, on croise beaucoup. On va en profiter aujourd'hui. Cette nuit, il va juste rester le monde du 100 miles sur le parcours, mais là, il y a du 20K, 50K. 50 miles, 100 miles, de tout bord, de tout côté. Good job, man! C'est sûr qu'il y a 400 mètres de D+, 32 kilos, ça a l'air de rien. Il n'y a aucun gros pitch, mais c'est jamais droite. Good job! C'est toujours vallonné. Sur le 32 kilos, on doit traverser une trentaine d'anciennes rivières. Vraiment des petits pitchs, 7-8 pas, abrupts par en bas, traverse 2-3 mètres de sable super mou, puis 7-8 pas, super abrupts par en haut. Tout est asséché. Regarde. Tout est asséché, mais ça reste que ça rentre dans les quads. C'est tout ce que je sens après une boucle, mais sinon ça va super bien. Good job! C'est tout ce que je sens, un peu des quads, mais ça va super bien. La nutrition rentre. Good job, Simon. C'était Simon Guérard. Fait que moi, la nutrition rentre bien. J'avais mangé pas mal de sucre, fait que là, au ravito, je me suis gâté les petites patates et les pickles. Good job. Hey, good job, man. Ice cream cone baby qui m'a dit. La camisole des cute va s'être faite promener cette année. Bon, je vous laisse. Ça reparle au bout de cette boucle-là. Il est midi. Ça fait 5 heures que la course est commencée. Ça va toujours bien. J'ai atteint mon
seuil de douleur de jambes normal là, qui arrive à peu près tout le temps après 35-40 kilos, puis qui normalement reste vraiment stable longtemps. C'est un rythme de... C'est une douleur qui est normale, avec laquelle j'apprends à dealer à toutes les courses. C'est une douleur qui permet de quand même maintenir un pace de course respectable, stable. J'essaie d'être le plus un métronome possible. Je continue de rentrer le plus de calories possible pendant que ça marche. Ce que je vous disais tantôt avec les nuages qui cachent un peu le soleil, c'est plus tout à fait vrai. Il est midi, le soleil est pas mal à son apogée. Puis il tape un peu, mais tu sais, il fait pas plus que 20-22 degrés. C'est très raisonnable, très jouable. J'ai une casquette, des lunettes de soleil, fait que pas trop à découvert. Alors sortir la crème solaire. Je sais, c'est chiant de dire ça pendant que vous allez écouter ça, puis ben, moi aussi je vais être revenu au Québec quand vous allez écouter ça, mais on va être dans la neige puis dans le froid. Je vous parle d'un petit 20 degrés avec de la crème solaire. Désolé. Ça fait 6h50 que je suis dans la course. Il reste 4 km avant la fin de la deuxième boucle au Rumble Headquarter, le départ et la fin. Ça continue bien d'aller. Giddy up, Jeff! Killing it, man! C'était Jeff Browning, le meneur du 100 miles, coureur légendaire. Vous le savez, j'étais un geek de course. Si vous demandez pourquoi j'ai dit Giddy up, allez le suivre sur Instagram, @GoBroncoBilly, vous comprendrez. Bref, ça va bien. Cette deuxième boucle-là, je me suis beaucoup fait dépasser par des gens du 100 000. Pas que ça me dérange, je suis pas là pour une position, je m'en sac. Mais je me suis questionné, j'ai du temps à ralentir ça. Je pense que non, je pense que je suis vraiment à la vitesse que je pensais que je voulais aller à ce moment-ci de la course. Je pense que c'est pas tout le monde qui a les mêmes stratégies de course. Moi, je voulais profiter des jambes fraîches pour pousser la première boucle sans trop exploser. Je pense que j'ai fait la première boucle rapide autour de des coureurs qui sont beaucoup meilleurs que moi. Sans doute dans la deuxième boucle, je courais avec un gars qui venait de l'État de Washington, on jasait un peu. Il me disait qu'il visait stop 20 heures. Je s'entend, je suis pas du tout dans ces objectifs-là. Fait que peut-être que je suis parti un peu vite, mais en ce moment, je le regrette pas. J'ai fait ma première boucle à la vitesse qui me semblait bonne. En ce moment, je fais la deuxième à la vitesse qui me semble bonne, puis on va continuer. Le ciel s'est couvert, donc c'est cool. Puis trop de soleil. Ça va bien. Très cool dans les ravitaux. Il y a des petites patates, bien sûr, mais il y a aussi des morceaux de cornichons. Puis ceux qui ont écouté mon Bromont Ultra en balade au LT savent que ça faisait partie de ma stratégie de nutrition. Surtout le jus, mais c'est bon. J'ai remarqué que les dernières fois que j'ai bunké ou que j'ai été capable de manger, peut-être trop de sucre et que j'essaie de balancer un peu plus avec du salé. Voilà, on se parle plus tard. 8h40 de course. Ça va bien. Je viens de prendre un petit Red Bull au dernier ravito. Ça donne un petit kick. Autant la deuxième boucle a bien été, dans le sens où j'ai fait exactement le temps que je voulais, genre de 4h10. Autant j'ai trouvé dur mentalement à découper ou à se motiver parce que, tu sais, on est encore très tôt dans la course. Mais
les jambes commencent à faire mal. Tu sais, t'arrives au 40e, 50e, 60e kilomètre. C'est sûr que les jambes font mal, mais il en reste long. Good job, man. Pourtant, j'ai trouvé que la deuxième boucle était tough à découper mentalement ou à motiver mentalement. Autant la troisième, c'est complètement autre chose. Tu sais, je la commence, puis... je suis encore dans les premiers kilomètres. Là, j'ai peut-être 10 kilos de fête sur 32, mais quand je vais atteindre le prochain ravito, je vais être à 83 km et que je vais dépasser la moitié. Puis après ça, 6 km, un autre ravito, 7 km, puis j'arrive au finish. Je vais être à 96 km. C'est énorme. Là. Non seulement je vais dépasser la moitié, mais j'arrive à 96. Puis je me rappelle que à Bromont, 95e kilo, c'était l'espèce de point milieu que je me donnais mentalement pour que justement ce point milieu-là soit un peu plus loin dans la course. Puis je suis un peu dans le même bout. 3 books on my own, seul. Ensuite, j'ai une pacer. Elle m'a écrit tantôt, elle va être là seulement pour la 4e book, mais ça me dérange pas. J'anticipais que la 4e aussi est peut-être plus tough mentalement, dans le sens où, oui, t'as vraiment mal, mais t'es pas dans les derniers kilomètres, t'sais. T'as mal dans tous les centimètres carrés de ton corps, puis il reste encore 50 kilos, 45 kilos. Je l'anticipe pas de même, mais je me dis que avoir un pacer sur la 4e book, c'est un excellent plan. On va jaser. Je la connais pas pantoute, elle me connaît pas pantoute, fait que on va apprendre à se connaître. Puis à cligner des yeux. Puis je vais être rendu sur ma 5e book, puis rendu là, tout peut prendre le bord. On s'en fout. Dernier 32 kilos d'un 100 000. Je le sais déjà que ça va faire mal, mais je sais que je vais être craqué, le couteau entre les dents. J'ai envie de finir cette affaire-là. Donc, bien balancé. 3e book à date. Excellent état d'esprit. Puis le corps, il est... Comme tantôt je disais, rapidement, il y a un point où les jambes font mal, mais ça bouge pas de ça. Je suis capable de maintenir un genre de 6,30 du kilo. Assez easy. Je prends ça cool, je vais pas me brûler. Je marche les montées plus abruptes. C'est drôle ici, il y a quelque chose que je me rappelais pas d'il y a 4 ans, mais là en tout cas c'est notable parce que c'est partout. Faut éviter les pommes de route, alias les crottes de chevaux, parce qu'on partage une grosse partie des sentiers avec les chevaux. On en a vu plusieurs à date, une dizaine. Ici, c'est un parc national, mais je pense que c'est partagé ou prêté ou je sais pas par un ranch. Donc, il y a des chevaux. C'est cool. Puis les gens sont vraiment smart. Tu sais, c'est ça qui est le fun d'un parcours washing machine. On croise du monde sans arrêt, mais tout le monde est cool, tout le monde s'encourage. Un petit mot de bord et de l'autre. C'est vraiment le fun. J'en profite probablement le dernière boucle où j'ai aussi beaucoup de trafic. J'en profite pour jouer un jeu que j'ai découvert, où je me suis créé tantôt. Ça doit toutes les personnes que je croise, où je les encourage. J'essaie de leur trouver un sosie à qui il ressemble. Je pense que le sosie le plus proche à date que j'ai vu, c'est un dude qui ressemble tellement à Louis-Jean Cormier. Good job. Lui, il ressemble à lui que je viens de voir, à Merton Dingle, dans le loup-garou du campus. C'est de ma génération qui savent de quoi je parle. À la défense de la personne que je viens de croiser, paraît mieux que Merton, mais même genre. Mais ouais, tantôt, Louis-Jean Cormier, non seulement il ressemblait physiquement, il avait des lunettes de soleil, mais la barbe un peu grisonnante, les cheveux. Puis tantôt, je l'ai recroisé à la Vito, puis il bougeait pareil. Quand même très drôle. Good job. Elle, c'est pas juste des célébrités, hein. Des fois, c'est la première face qui me vient en tête. Elle ressemble à ma cousine Anne-Sophie. Salut Anne-Sophie. Et qu'il y a ce jeu-là,
pendant qu'il fait encore clair, on peut aussi jouer à quoi ressemblent les cactus. Tu sais, c'est des gros cactus avec 2 ou 4 espèces de bananes qui montent dans les airs. C'est comme le tronc principal, puis des espèces de bras qui lèvent dans les airs. Mais il y en a vraiment de toutes les sortes. Puis des fois, c'est vraiment semblable. Tantôt, j'essaie de le prendre en photo et de le poster si je le revois. C'était un Mickey Mouse, 2 bras dans les airs. Puis bon, il y avait quelque chose qui descendait vers en bas. Je sais pas si c'est la fatigue, mais bon. Disons que Mickey Mouse, c'est un mode de 18 ans et plus de Mickey Mouse. Il y avait comme 2 petites oreilles sur la tête, les bras dans les airs. Mickey Mouse, commando, qui encourage les coureurs, les coureuses qui passent. On fait avec ce qu'on peut, hein? Ciao! Ça, les amis, c'est des coyotes. Je trouve ça cool. Et à la fois, j'ai fuck all l'idée c'est dangereux des coyotes, mais bon. C'est la 11e édition de la course. C'est toujours fait de site. Je pense qu'on est correct. C'est quand même assez fou d'entendre ça de même. Sur le parcours, il est 7h04. Il vient de mettre les frontales parce que il fait noir comme dans le cul d'un... L'expression, c'est dans le cul d'un ours, mais dans le cul d'un coyote. Bref, c'est un genre de 5 kilos d'ici 5-6 kilos. Vous savez, j'ai pas de montre, j'ai fuck all l'idée, mais 5 ou 6 kilos jusqu'au départ arrivé, finir la 3e boucle avec le sourire et les jambes pas trop pétées. Et là, je m'appelle Sir Jessica, que je ne connais pas, et je vais découvrir dans cette 4e boucle. Gracieuseté d'une mise en contact de Jessica Morris, coureuse québécoise, nominée à la Racine d'Or cette année pour l'Ange des Sentiers. Et comme vous voyez, son engagement à aider la communauté dépasse les frontières du Québec. C'est pas pire ça, hein, Jessica? Donc, ça fait 17h23 que je suis sur le parcours. J'ai pas enregistré rien pendant ma 4e loop parce que on jasait avec ma pacer qui était là pour la 4e loop. Jessica, beaucoup de jasettes, c'était cool. Et à la toute fin de la loop, we met Justin. Hey, hey! So we're gonna switch to English because Justin and I decided to do that last loop together. We'll see how it goes. We're both aiming for sub 24 hour, and we're pretty confident we'll do it. How you doing, Justin? I'm feeling good. First time being on a podcast? It is. I think we'll have a lot of fun on that loop. We've been talking a lot, so we'll see how it goes. The miles will melt away and we'll be done. Exactly. Sooner than we think. We're already under the 30K marks remaining. You're right. Donc voilà, on se reparle probablement après la course. Merci d'être là tout le monde. On se reparle plus tard. Ciao! Il reste moins de 3 km avant l'arrivée. Ça fait 20h38 qu'on est sur le parcours. Justin et moi, on a fait une solide équipe. On va avoir fait 25 miles ensemble à se pousser l'un l'autre selon les moments. Les deux, sans se connaître, on visait d'être en bas de 24 heures. C'était un objectif qui était possible, mais quand même, il fallait avoir une bonne journée.
Là, on s'enligne pour être près du 22h. Ça n'a aucun sens. Puis en plus, on est sur ravito. On était en 3e place. 3e et 4e l'un l'autre. Puis là, on s'est dit, hey, 25 miles ensemble. On va finir ça ensemble, main dans la main. On va traverser l'arche en même temps. On verra si l'organisation ajuste les chip times s'il y a des centaines de secondes de différence. Rendu long, on s'en fout complètement. Slowing down? Yeah, it's okay, man. Le 4e est pas si loin de nous, mais on a une marge de manœuvre. Comme on se disait, Justin et moi, si vraiment ce gars-là, qui avait 15 minutes derrière nous à l'avant-dernier ravito, si lui réussit à nous rattraper, il mérite en esti la 3e place. Puis nous, on s'en fout complètement des places. C'est le fun de trouver quelqu'un qui a comme la même philosophie. On s'amuse, on a dit des niaiseries. Des belles rencontres sur les trails. Même à l'autre bout des États-Unis. Lui vient du Rhode Island, fait qu'on est clairement plus proche, lui et moi, ensemble. Québec-Rhode Island que l'Arizona. Fait que, rendu là, il doit nous rester un 2 km. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, on pousse fort. On se trouve des petites raisons supplémentaires pour pousser comme des cons. Laissez le temps à Justin de retrouver ses jambes, puis on est parti. Il est 5h38 du matin, je suis sur le chemin du retour vers mon Airbnb. Justin et moi, on a fini ça très fort. Là, en ce moment, j'ai mal à chaque centimètre carré de mon corps. Mais, je vous jure, le dernier 3-4 kilos, j'avais plus mal nulle part. On a poussé ça. On a fini ça en 21h48. Les deux, on visait un sub 24 heures. On demandait pendant la course, je pense que quand on s'est mis à être ensemble, le dernier 25 miles au début, on était comme, je pense qu'avec ce qu'on a à date, on pourrait essayer de pousser pour un sub 23, tu sais. Puis là, finalement, on est sub 22. Ça a comme aucun sens. Dans le sens, pas la performance, ça n'a aucun sens. Pas dans ce sens-là. C'est juste que je m'attendais pas à ça. C'était une bonne journée malgré beaucoup de douleurs. Je pense que c'est juste des bobos de 100 000, là, dans le sens que c'est des douleurs, c'est pas des blessures, mais ça a fait mal de partout. Là. J'ai juste mal partout, là, le dos, le cou, la tête. Écoutez, je veux dire, j'ai pas de cheveux sur la tête, je m'érase. Je peux quand même dire que j'ai mal aux cheveux. Là. Bon, c'est à ce point-là. Mais c'était tellement cool. T'sais, autant mes 3 premières boucles ont été vraiment solo, à croiser plein de monde, à dire des niaiseries en balado-réalité, tout ça. Mais autant les 2 dernières boucles qui, initialement, quand je me suis inscrit à ce cours-là, je me suis dit, ça va être pénible, 2 boucles de nuit, tout seul, pis tout. Finalement, j'avais une pacer pour une des boucles, puis j'ai rencontré Justin dans le dernier 5 miles de la dernière boucle. Puis, c'est cool, on a fini fort ensemble, on s'était préparé une façon de traverser les deux ensemble, ce qui est vraiment cool. Je pense qu'au final, il y a un chip time, là, on a fini littéralement en même temps, là, fait que en termes de secondes, on devrait être correct, mais probablement que on a traversé la ligne de départ ce matin, hier matin, 7h. J'ai dû traverser 1 seconde après lui, parce que là, quand c'était ajusté, moi j'étais 3e, lui était 4e, mais à 1 seconde de différence. Puis Noah, le directeur de course de la course, a été assez cool pour manuellement modifier le résultat de Justin pour qu'on ait exactement le même chrono. Je pense qu'officiellement, ça doit s'afficher encore 3 et 4, je sais pas qui est qui, mais on a eu le petit trophée, puis j'ai dit à Justin qu'il pouvait l'avoir. Un bout de bois, là. Mais j'ai pris soin de prendre une photo sur le podium, lui, moi, sur la 3e marche. Il n'y a pas une séance de podium organisée. J'aurais vraiment aimé ça, être sur le même podium que Jeff Browning, qui a fini 4 heures avant nous autres.
mais c'est quand même fou de se dire qu'on partage un podium avec une légende du trail. Bon, il n'y aura pas de podium physique, il n'y aura pas d'image de ça, mais théoriquement, on partage un podium avec Jeff Browning. Ça, s'il y a bien une chose que je m'attendais pas dans tout ça, c'était la portion fighter pour une position pis tout ça, là, je veux dire. Sub 24, je savais que c'était possible, toutes ces patentes-là, tu sais, ça va, là, mais là, tout ça, c'est une coche de plus. C'est drôle. Au final, je suis juste vraiment content d'avoir fini ce 100 miles-là. Là, je vais aller partir me brasser de lavage parce que tout ça doit aller dans mes valises secs et propres parce que je prends l'avion dimanche soir 23h. Il est dimanche soir 5h42 du matin. C'est pas si pire. On va y arriver. Fait que voilà. Ciao. Mardi soir, le 17 janvier, je suis de retour dans le confort de ma maison, de mon petit studio d'enregistrement. Je suis plus avec mon sel à m'enregistrer avec des qualités de son par rapport dans le fin fond d'un désert ou dans ma voiture en Arizona après la course. J'aime comment d'un extrait à l'autre, on sent la... J'allais dire décrépitude, je sais pas si décrépitude c'est le bon terme, mais disons qu'on sent le ton changer, on sent la fatigue s'installer, ne serait-ce que dans la voix. Visuellement, probablement aussi qu'il y avait une décrépitude, c'est un 100 miles, hein. Je viens tout juste de revenir, là. Je veux dire, je suis atterri hier soir, je travaillais aujourd'hui, donc ça a été un retour assez intense. Puis malgré la fatigue, malgré les pépins qu'on peut avoir dans les transports en revenant de voyage comme ça, peu importe, je suis encore clairement sur un nuage. C'est spécial, une course comme ça. T'sais, on passe par une gamme d'émotions, puis on dit souvent qu'un ultra, c'est comme une vie. Il y a plein de choses qui se passent à petite échelle, le temps de 21h et quelques. Mais il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de questionnements. Puis pourtant, c'est juste une journée dans une vie. C'est pas grand-chose. Puis quand t'es dedans, tout te semble plus intense que ce que c'est, puis probablement que des douleurs ou des moments de down que j'ai eu pendant la course, je me rappelle même pas là, parce que le corps efface ces choses-là, ou en tout cas les camoufle, puis on se rappelle que du positif, mais overall, je pense quand même que c'était une genre de journée parfaite. Je le disais avec Simon dans la discussion au tout début de l'épisode. Mon premier 100 000 avait vraiment bien été, puis je me dis, clairement, le deuxième, à un moment donné, ça va prendre le bord. C'est pas arrivé. Ça a été une course, oui, avec des downs, des moments plus difficiles, mais mentalement, j'ai jamais eu de down. Tu sais, la deuxième boucle est un peu plus dure à se motiver ou à trouver des façons de fractionner la course puis rester dans le positif. C'était pas le cas. C'était plus dur de se dire j'ai mal aux jambes, il en reste long, mais c'était pas un creux. J'ai pas contemplé l'idée de peut-être abandonner. Jamais une seconde, tu sais. Puis c'est drôle parce que Justin me disait, le gars avec qui j'ai couru le dernier 25 miles, me disait que lui, à 60 miles, il y avait d'essais qui arrivait au start-finish puis qui disait à sa famille, c'est fini, j'arrête. Puis sa famille a comme fait, non, là, tu viens t'asseoir, bois un petit café, puis il est reparti pour la gloire après. Fait que moi, j'ai pas eu ces moments-là. Ça a été une course, je vais pas dire parfaite parce qu'un 100 miles, ça fait mal. Puis il y a eu plein de moments difficiles, mais ça a été parfait comme ça peut aller, selon moi, ce que je connais de la course. Je sais pas ce qui explique que j'ai autant de difficultés ou autant de creux dans mes courses autour de 100 km, puis qu'à date, les 200 miles que j'ai faites, ça a été des courses parfaites. Je sais pas si c'est... la crainte de cette distance-là, la peur qui m'habite versus un 100 km qui, oui, je peux pas dire que c'est épeurant. C'est ambitieux quand tu te lances sur une course, mais c'est une distance que je connais un peu plus, que j'en ai fait un peu plus. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas qu'est-ce qui explique ça. Faut peut-être que je me questionne ou pas, mais chaque course de entre 100 et 125 km que j'ai faite, la plupart, je les ai finis avec un QMT en 2021 que j'ai pas terminé. Mais même quand j'ai terminé, ça a été des moments difficiles. Mon Gaspésie a été tough. Mon premier UTHC a bien été, mais des gros creux, puis capable de manger et tout. Là, deuxième 100 000, deuxième fois que la bouffe rentre vraiment bien, encore mieux même que Bromont. Bromont, les derniers kilomètres, c'est un peu plus tough la rentrée. Il fallait que je m'assoie pour manger, mais ça continue de rentrer. Là, je pense vraiment que c'est ça qui a été l'élément différenciateur dans ma course. La nutrition. Puis Simon le disait dans l'extrait, puis j'ai bu ses paroles parce que c'était pas faux, puis on le sait, là, mais l'ultra, c'est un sport de nutrition dans lequel il y a un peu de course, puis ça a été vrai pour mon 100 000 en fin de semaine.
j'ai réussi du début à la fin à me nourrir puis à manger des grosses quantités, des choses que je n'étais pas habitué. Puis c'est surprenant parce que je le sais que moi, quand c'est une course où il y a plus de power hike, j'en profite pour bien manger. Fait que s'il y a un ravito qui est suivi d'une grosse montée, ben c'est parfait. Là, je peux me bourrer. Puis au power hike, tu es dans un pas qui est un peu plus lent, donc peut-être que tu digères mieux. En tout cas, c'est le cas pour moi. Dans ce cas-ci, c'est une course où on court beaucoup. Puis pourtant, j'ai réussi à vraiment bien me nourrir. Puis je pense que c'est une stratégie nutritionnelle que je vais garder. C'est pas tout à fait celle que j'expliquais dans Minute Nac au début de l'épisode. Hein. On passe par quasiment 10 jours dans cet épisode-ci entre les extraits. Mais oui, tout ce qui était nutrition NAC, c'est ce que j'avais dans mon drop bag, c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais dans ma veste que j'avais avec moi tout le long de la course. Puis entre les ravitaux, c'est ce que je consommais. Puis j'ai réussi à les manger du début à la fin. Mais dans la vie, j'ai pas tant de dents sucrées. Fait que oui, les produits sucrés, que ce soit NAC ou peu importe ce qu'il y a dans les ravitaux, j'avais tendance à toujours aller vers du sucré parce que c'est souvent ça qu'on doit prendre dans une course. Mais je pense que j'apprends à découvrir comment mon estomac fonctionne dans un ultra, même si ça fait plusieurs que je fais. Puis je pense que j'ai besoin de balancer avec du salé ou avec des patates, avec des choses qui viennent peut-être rééquilibrer le niveau du sucre dans mon corps, ce qui fait que j'ai pu continuer à manger des bars, des gaufres, tout ça, tout le long de la course, entre les ravitaux. Puis j'étais vraiment discipliné sur ma montre. Hein. Je prenais une gaufre, je me disais, OK, dans 30 minutes, il faut que je remange quelque chose. Je prenais une barre, OK, dans 45 minutes, il faut que je remange quelque chose. Puis je le faisais. Mais arrivé dans les ravitaux, chaque ravito, j'ai mangé des petites patates. Chaque ravito, j'ai mangé des cornichons. Puis, tout le long de la nuit, il y avait des quesadillas, des grilled cheese. Je me suis nourri de tout ça dans les ravitaux. Puis, force est d'admettre que ça l'a payé parce que j'ai pas eu de crash nutritionnel. Oui, j'ai eu des moments où mes jambes voulaient m'abandonner. Puis, j'avais l'impression qu'ils avaient décidé d'abandonner puis que c'était fini. Mais ça revenait. Fait que tout ça, je pense que la stratégie nutritionnelle a fait que ça a bien été. L'entraînement était là, puis c'est une bonne journée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y a des moments comme ça. C'est le fun quand ça arrive. Ça arrive pas si souvent en ultra, fait qu'on le prend quand ça passe. Puis au-delà de ça, ben moi, c'est l'expérience humaine que j'en retire, comme d'habitude. T'sais, oui, c'est le fun avoir une performance sous les objectifs, plus rapide que prévu. Le podium, la position, tu sais, je veux dire, ça n'a jamais été un objectif, ça ne l'est toujours pas. Puis, je veux dire, c'est une course dans le fin fond des États-Unis. Il y avait un des meilleurs coureurs de l'histoire du trail qui était là, qui a remporté la première position avec une gigantesque avance. Après ça, le field, il y avait des très bons coureurs qui ont abandonné. Il y a plein de choses qui font que des mid-packers comme Justin et moi se ramassons sur un podium. Puis je veux dire, c'est une belle fleur, c'est le fun. C'est une cerise sur un Sunday, c'est trippant. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis ce que je me rappelle de cette course-là, c'est plus, je m'étais fixé un objectif, je suis allé en bas de ça, puis ça, de se surprendre à ce point-là, c'est trippant. C'est de faire, OK, les efforts que j'ai faits dans les derniers mois, dans les dernières années, ça paye, mais c'est de courir avec du monde. Je le sais qu'une course à boucle comme ça peut faire peur. Tu te dis, hey, ça va être plate, on tourne en rond tout le temps. Oui, il y a un aspect répétitif qui peut être tough mentalement, mais on s'entraîne encore là pour ça, puis je m'étais entraîné en fonction de ça, mais on croise tout le temps du monde. Je veux dire, tu passes la course à taper dans des mains, à encourager le monde. Chaque personne que j'ai croisée, tu t'envoies un petit « good job », blablabla, puis tu chasses. J'avais ma camisole des cute du début à la fin. Ceux qui ont vu des photos de cette camisole-là, il y a des cornets de crème glacée. À la fin de la course, il y a du monde que j'ai croisé 2, 3, 4 fois, tu sais. Puis c'était « The Ice Cream Man ». Fait qu'on me criait « Hey, The Ice Cream Man ». Puis c'était juste drôle, ça amène des gags. Il y avait un gars où il y avait un chapeau, un bucket hat. Moi, je l'avais pas le mien, mais lui, il l'avait. Puis à un moment donné, dans un ravito, on jasait, puis j'ai dit qu'il ressemblait à Gilligan. Puis le reste du parcours que je le croisais, c'était « Hey, Gilligan, how you doing, man? » C'est juste drôle, c'est niaiseux, mais c'est ce qui fait que même si j'étais tout seul pendant 3 boucles, on a du fun parce qu'on se croise. Puis après ça, de faire une 4e boucle avec Jessica, ma pacer, puis d'apprendre à découvrir cette fille-là que je connaissais pas du tout. Ensuite, rencontrer Justin à la fin de la 4e boucle, partir, puis de vivre une 5e boucle. Au moment où je pensais être le plus démoli, tu sais, c'est le dernier 20 miles d'un 100 miles, c'est sûr que t'es démoli, mais on jasait, on se supportait, on se craquait, les bouts où lui ça allait bien, moi ça allait moins bien, et vice-versa. Tout ça fait que on s'est rendu au bout, qu'on a fait un temps, les deux, qui nous a surpris. Puis je pense qu'on l'aurait pas fait l'un sans l'autre. Je pense que les deux, on était pétés au début de cette 5e boucle-là, puis on était partis tout seul de notre bar avec notre petite lampe frontale, puis nos petites barres, puis nos espadrilles mouillées parce qu'il s'est mis à pleuvoir vraiment beaucoup dans la 5e boucle. Je suis pas sûr qu'on aurait eu autant de fun, donc on aurait avancé autant. À la fin, on est parti du dernier ravito, on s'est dit, on marche plus.
on court. Puis il y avait des bonnes montées. Le début, la fin de la loupe, il y a quand même des bons pitchs de montée. On courait comme des cons, on riait, on disait des niaiseries. Ce gars-là, s'il habitait à Québec, ça serait mon nouveau pote de course parce qu'on a cliqué humainement aussi. On a eu du fun, on a des parcours qui se ressemblent. Donc on avait beaucoup à échanger sur le travail, sur les relations humaines, sur nos relations de couple, sur nos amis, peu importe. Bref, on a eu beaucoup de fun. Fait que on a bien beau se rendre à l'autre bout des États-Unis, faire une course, c'est une course objectif. On focus sur OK, je vais essayer de la finir, on se prépare pour ça. Rendu sur place, ce qui est trippant, c'est l'expérience humaine. C'est les bénévoles, je veux dire, la Coldwater Aid, le ravito où je laissais mon drop bag, qu'on le croise 2 fois par boucle. Au final, je passais là 10 fois pendant la course. C'était les mêmes bénévoles du début à la fin. Mais c'est sûr qu'à la fin, tu as des insides, puis c'est rendu qu'ils te connaissent. Les coureurs du 100 000, on était 95, je crois, une centaine tout au plus. Ben c'est sûr qu'on repasse là 10 fois, fait qu'ils finissent par nous connaître. Bref, tout ça, c'était vraiment trippant. Je recommande cette course-là si vous avez l'occasion de le faire. Aravaipa Running, cette compagnie-là qui organise des dizaines d'ultras en Arizona, de Phoenix jusqu'à Flagstaff. C'est eux qui organisent le Cocodona 250 que Stephanie Simpson était venue jaser sur le podcast. Ils organisent Black Canyon, ils organisent Javelina 100 qui est une des 100 miles les plus connues aux États-Unis. C'est une organisation qui est vraiment sur la coche. Puis ils ont d'autres courses comme Coldwater Rumble, comme d'autres qui sont un peu moins connues, un peu moins high profile comme peuvent l'être celles que je viens de nommer, mais qui sont organisées au quart de tour, dans une ambiance très trail, et le mot, ceux qui font une drinking game chaque fois que je dis roots, parce que je le dis souvent, mes excuses à la langue française, mais c'est une course qui est vraiment très roots, mais organisée au quart de tour par des pros qui font ça à l'année longue. L'esprit trail est là, aucun doute là-dessus. La communauté trail en Arizona ressemble beaucoup à celle du Québec, parce que j'ai jasé avec Jessica, ma pacer de la communauté trail, puis ce qu'elle me disait de là-bas faisait vraiment écho avec ce qu'on peut vivre ici au Québec. Bref, une expérience autant pour le coureur que pour l'humain qui est vraiment trippante. Donc, c'est ce qui met fin à cet épisode de Balado-Réalité. J'espère que vous avez eu du fun. La semaine prochaine, on revient à notre programmation habituelle, des interviews avec des gens inspirants, des athlètes hors du commun, des gens qui font des grandes affaires, qui accomplissent de grandes choses. Je sais déjà c'est qui mes 3 prochains invités des 3 prochains épisodes. Là, j'en ai plusieurs. Je sais déjà pour les prochains mois, les gens que j'aimerais recevoir, des gens avec qui je suis en discussion, mais je sais officiellement c'est qui mes 3 prochains. Ça va être de la bombe. C'est vraiment des gens exceptionnels qui ont beaucoup de choses à dire. On va aller sur des sujets que j'ai jamais abordés à Pas sorti du bois. Dans 2 de ces 3 cas-là, c'est des gens qui m'ont approché, qui m'ont dit « Hey, je suis déjà venu au podcast. J'ai un sujet que j'aimerais aborder, que je pense qu'il est important de jaser dans notre communauté. On fait-tu quelque chose? » Puis moi, j'étais comme « Hey, bien sûr, let's go. » Fait que bref, j'ai bien hâte de vous partager ça. Je termine en remerciant le partenaire officiel de Pas sorti du bois qui est NAC. Je remercie aussi Capic 1 et Noctem qui sont les partenaires alcoolisés et caféinés de Pas sorti du bois. Je remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour la musique. Je remercie tout le monde d'être présent chaque mercredi pour écouter votre épisode hebdomadaire de Pas sorti du bois. Puis je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.